Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Excuse me, Mr. Hunt. Would you like to watch a movie? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You don't understand me, I'm telling you this top secret. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Mission Impossible. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. Votre mission avant de commencer à écouter le podcast est d'écouter le film proposé aujourd'hui, car on va le spoiler complètement. If the secretary wanted me out of there, it must be pretty bad out here. Bonne écoute. President has initiated Ghost Protocol. Bienvenue à Paris. Aujourd'hui, on parle de Mission Impossible, Répercussions, sorti en 2018 et réalisé par Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Michelle Monaghan, Sean Harris et Alec Baldwin. Je suis Mathieu et au podcast, j'ai appris quelque chose. Plus la souffrance est grande, plus le podcast est grand. Alors aujourd'hui, on revient pour le 6e épisode de la franchise des Missions Impossibles. On fait tout ça en avance avant là, de sauter là, dans 2 mois au nouveau film là, Mission Impossible Dead Reckoning là, qui va sortir là, à la mi-juillet. Là, on parle du film de 2018. C'est l'année où on avait le 3e film d'Avengers Infinity War, Black Panther, le 5e film de Jurassic Park, Jurassic World Fallen Kingdom, que j'ai parlé l'année passée, le film de Aquaman que j'ai déjà parlé dans un passé, puis il y a aussi Deadpool 2 que j'ai parlé là, il y a quelque chose comme 4 ans là, en faisant la franchise là, des X-Men. Fait que c'est cet été-là spécifiquement, donc pour un total de gros 5 ans que ce film-là est sorti, dans le fond c'est le dernier. Mais c'est ça, fait que avant de commencer à parler là, du film là, proprement, je vais juste vous rediriger là, vers le site internet du podcast si des fois vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que le podcast a fait dans le passé. Si c'est votre première fois là, que vous écoutez là, le podcast, ben, rendez-vous au site internet là, de premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens là, pour tout voir qu'est-ce que le podcast a fait, puis pouvoir avoir des liens directs pour les téléchargements. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Sinon, vous pouvez aussi suivre le podcast directement là, pour avoir chaque balado par semaine en suivant là, avec n'importe quelle application là, de balado-diffusion. Donc, à la réalisation aujourd'hui, on a encore le réalisateur là, Christopher McQuarrie qui avait réalisé là, le dernier film de Mission Impossible. Ça faisait un certain nombre d'années là, qu'il travaillait avec Tom Cruise. Il avait réécrit aussi une partie du script pour Mission Impossible Protocole Fantôme. Mais le travail de Tom Cruise et de M. McQuarrie là, revenait un petit peu avant là, quand ils ont travaillé les deux là, sur le film Valkyrie, tout comme que je parlais là, la semaine passée. Mais c'est ça, fait que quand ils ont fini là, avec le film là, de Mission Impossible 5, ben, c'est sûr que on faisait de l'argent avec cette franchise-là, fait que on alignait pas mal là, de faire le 6e film là, assez rapidement là, lorsque le 5e film est sorti. On s'avait fait beaucoup là, de portes de sortie là, qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast. Alors, le petit synopsis, selon Wikipédia, Ethan Hunt et son équipe d'agents secrets de l'organisation Mission Impossible, ainsi que les ministres et anciens chefs de la CIA, Alan Hundley, et l'agent britannique Isla Faust reviennent une fois de plus dans une course désespérée alors qu'ils doivent se battre pour sauver la planète du syndicat et de son chef maléfique Solomon Lane. Dans le fond, on a pas mal la même genre d'histoire que la dernière fois. C'est pas mal la même. Tout est comme replacé un peu, juste sous un autre contexte, mais c'est pas mal la même affaire. Même les noms sont tous là. Ça pourrait passer là, avec le dernier film. Aujourd'hui, ben c'est ça. On va peut-être
retravailler un petit peu plus là, pour tromper l'auditoire. Quelque chose là, on va mettre des situations pour pas mal là, essayer là, de. On pense que ça va partir d'un sens, mais ça va être carrément autre chose. On va travailler beaucoup plus là-dessus. Peut-être plus comme qu'on avait fait là, dans le premier film. On va focusser un petit peu moins. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'action puis beaucoup là, de choses là, qui sont faites, là, que, dans le fond, là, qui caractérisent là, la franchise. Mais on va travailler peut-être un petit peu plus sur le côté là, scénario puis les revirements de situation. Quelque chose là, que ça fait longtemps qu'il n'avait pas été fait là, dans la franchise. Alors, le film d'aujourd'hui, moi, je suis rendu à, plus que troisième écoute, là, mais la première fois que je l'ai écouté là, pour mon écoute au podcast, c'était ma troisième écoute. Je l'avais écouté au cinéma à l'époque. J'étais allé avec William, dans le fond, on l'avait vu ensemble. Puis quand il est sorti en Blu-ray, je me l'ai procuré, puis on l'a réécouté encore à la maison. Puis sa limite, là, c'est pas mal la fin là, de quand je l'ai réécouté. Le temps passe quand même assez vite, mais 2018, c'est l'année où j'ai créé le podcast quelques semaines après. Là, sans me rappeler exactement de tout ce que je pensais au cinéma à l'époque, puis quand je l'ai revu, de mémoire, je m'avais pas retapé tous les films au complet, peut-être le cinquième, quand le film est sorti, là, mais honnêtement, je me rappelle pas vraiment avoir tout réécouté là, les films au complet. Peut-être un peu par la suite avec William. C'est tout un peu mêlé dans ma tête. Mais il me semble qu'avec l'ouverture, où ce qu'on voit là, comme une mise en scène, là, comme pour le mariage, là, à Ethan Hunt et à Julia qui sont sur le bord du lac, ça fait référence à Mission Impossible 3 qu'il en parlait là, qui était sur le bord d'un lac, mais ils se sont pas mariés sur le bord d'un lac, ils se sont mariés à l'hôpital là, comme qu'on avait vu là, dans le troisième film. De mémoire, je pensais que finalement on voyait le mariage là, comment il avait été fait, là. J'avais pas fait le lien avec le 3, mais en tout cas ça c'est un peu là, dans le fond on se rend compte là, de toute façon quand on a écouté tous les autres films là, juste semaine par semaine, que finalement que ça marche pas, ça marche pas parce que c'est un rêve de Ethan, dans le fond, qui rêve que sa femme, dans le fond, toute la catastrophe arrive. C'est sûr que là, on peut voir que sa femme va revenir, puis qu'on ramène Michelle Monaghan aujourd'hui. Quelque chose qu'on va faire, dans le fond, aujourd'hui avec elle, c'est qu'on va fermer un peu là, son personnage, toute son histoire. Avec le personnage de Ethan, dans le fond, on est comme un peu coincé avec toute cette histoire-là. On peut pas avoir de suite avec Rebecca Ferguson, que personnellement, qu'on avait eu la semaine passée là, en tant que dans le film de Rogue Agent, pas Rogue Agent, Rogue Nation, puis qu'on va ramener aujourd'hui, puis que je pense que la prochaine fois aussi, elle va être là. Je sais pas si elle est là pour les deux parties, là, mais je pense que c'est quelque chose là, un peu qui fait que la franchise ou le personnage de Tom, il peut pas évoluer là, avec quelqu'un, puis que dans le fond, il est tout le temps avec le travail là, d'agent secret. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vois ça. Comme pour la franchise, dans le fond, je comprends que l'histoire, on fait que on montre que Ethan est encore en train de penser à sa femme, puis que dans le fond, là, il est pas en train de courir partout. Il est loyal, en bout de ligne, elle s'est remariée, elle a refait sa vie, tout ça, mais lui, dans le fond, il a encore juste son corps, son cœur qui appartient à elle, fait que en tout cas, on peut prendre ça là, dans le sens qu'on veut, mais comme jusqu'à la toute fin du film, on va résoudre pas mal de cette histoire-là que, en guillemets, va pouvoir être libre. Tom Cruise, depuis la dernière fois qu'on en a parlé, la semaine passée, avec le 5e Mission Impossible, il avait fait la suite de Jack Reacher que je n'ai pas vraiment entendu parler en bien ou en mal, mais dans le fond, là, qui s'est pas mal effondré. Là, dans le fond, le commentaire, c'était pas mal que c'était moins bon que le premier film. Puis, dans le fond, on a continué la franchise ou on a rebooté
en série là, sur Amazon, je crois, là, ou en tout cas peut-être une autre plateforme, là, je sais pas, mais moi j'ai pas vu ce film-là. J'avais commencé à l'écouter, je pense, là, pour genre les 10 premières minutes là, quand il était sur Netflix, puis je pense que j'ai comme décroché, là, ça m'embarquait pas, j'avais juste comme pas le temps, puis je suis comme pas retourné en arrière. Il y avait le film de la momie aussi, là, de 2017, que dans le fond on a essayé de refaire un univers là, avec les monstres de la Universal, en tout cas ce film-là en bout de ligne là, qui était comme correct là, c'était comme un film là, qui était un croisé là, de la momie là, des années là, 40, puis un film là, avec Brendan Fraser là, la trilogie de la momie là, ça ressemblait à ça en quelque part. J'avais pas trouvé ça si mal que ça, mais ça faisait une mission impossible un peu au travers, avec toute l'action dans le fond là, c'était assez étrange comme mix, mais je pense qu'on était pas mal rough avec ce film là. Mais on avait aussi le film là, American Made, que j'ai pas vu non plus, puis que j'avais vraiment aucun intérêt à voir comme film, puis finalement ça nous amène là, au film là, de Mission Impossible là, Répercussion aujourd'hui, même si il paraît pas si vieux que ça là, il y a quand même 55 ans là, en train de filmer le film. Honnêtement, il commence à paraître un petit peu là, qu'il a pris de l'âge. Il faut s'entendre là, que ça fait genre quelque chose comme plus de 20 ans là, qui fait le rôle là, de Ethan Hunt. Fait qu'il a quand même beaucoup vieilli dans les dernières semaines, mais il y a toujours un look quand même là, qui reste un peu jeune. Il y a quand même un peu cette qualité-là. Il est capable là, de garder là, cette allure-là là, qui a tout le temps de l'air plus jeune, mais même aujourd'hui, par contre, là, c'est ce qui est rendu à 60 ans. C'est à savoir si, mettons, on va avoir quelque chose d'autre, là, si on va avoir un 9e film dans la franchise, mais en tout cas, c'est peut-être un des films là, où on commence à voir qu'il a pas mal vieilli là, depuis peut-être là, le dernier film. Là, il a juste comme pogné un petit coup de vieux, mais tu sais, je veux dire, je peux pas, je m'en plains pas en tant que tel. Il paraît encore là, assez là, en forme, pareil pour son âge, puis tu sais, peut-être plus jeune quand même là, que l'âge qu'il a réellement. Là. Alors, on voit que Ethan, il est tout seul, dans le fond, puis il se réveille là, du cauchemar au début, où il a rêvé à Solomon Lane, qui est encore joué là, par Sean Harris. Puis, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup. Là, si, mettons, là, la semaine passée, je parlais que, je sais pas si la semaine passée ou la semaine avant, où je parlais qu'on avait aboli les chiffres de Mission Impossible, puis depuis qu'on a aboli les chiffres, c'est là qu'on est rendu plus vraiment comme suite. Je pense que le film aujourd'hui là, va être le film là, qui va être considéré plus vraiment une suite de la semaine passée, mais il va y avoir beaucoup de liens là, avec toute la franchise quand même. Surtout la semaine passée, puis le 3 avec le mariage là, avec Julia, mais c'est ça quand même. Le film, là, il est clairement une suite. Il se fait réveiller par quelqu'un là, qui vient porter un colis, puis dans le fond, là, c'est sa mission, où dans le fond, il va devoir infiltrer des revendeurs là, de plutonium, puis dans le fond, il va se faire passer là, pour un vendeur. Puis à partir de là, on va avoir là, comme tout de suite notre première mini-séquence d'action pour nous embarquer un peu le ton. Avant de parler là, de qu'est-ce qui se passe, je trouve que le ton du film est beaucoup plus sombre. On a parti avec le rêve que dans le fond il avait l'air d'être un petit peu plus sombre, dans le fond où ce qu'on sentait là, qu'il y avait du danger avec peut-être Julia qui pouvait se faire menacer, puis on dirait qu'il y a toujours un sentiment là, de danger, que dans le fond là, on est sur le bord de l'apocalypse. Je trouve qu'on fait un bon ton là, dans le premier là, quelque chose comme 20 minutes du film pour établir qu'il peut se passer quelque chose n'importe quand. Puis en même temps, c'est ça, on arrive là, dans le sous-sol, là, un souterrain, là, un stationnement souterrain, où est-ce qu'on a la transaction. Dans les retours aujourd'hui,
ben on a Benji qui est là, toujours joué là, par Simon Pegg. Puis on a Luther encore qui revient. Luther, honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'il va prendre un peu là, tu sais, il va être là, mais pas trop là. Honnêtement, il est pas mal tout le temps là, dans l'arrière-plan. On dirait qu'il est là vraiment là, pour remplir l'équipe. Mais tu sais, il y a quelques petites scènes, là, mais tu sais, honnêtement, je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'être là, honnêtement. Je trouve que peut-être qu'est-ce qui manque aujourd'hui, là, c'est le personnage là, de William Brandt qui était joué là, par Jeremy Renner. Le problème avec Jeremy Renner, c'est qu'il ne savait pas si, mettons, il allait devoir apparaître là, sur le plateau de tournage pour le 3e film de Avengers, que finalement il s'est tombé être 4 films. Donc eux autres, ils voulaient faire un script et savoir s'il allait être là ou pas. Puis là, ben, puisqu'ils ne savaient pas, ben, ils ont carrément coupé son personnage. Ils ont offert quand même là, de venir filmer là, pour quelques jours pour qu'il y ait une scène pour peut-être terminer son personnage. D'après ce que je peux comprendre, il aurait été tué là, dans l'introduction du film. Encore quelque chose là, qui aurait pu rajouter là, au ton sombre du film. Honnêtement, je pense que c'est une bonne idée là, que Jeremy Renner a fait. Là, dans le fond, là, qu'il a comme refusé ça, il a dit non, c'est correct, ça m'intéresse pas, là, faites juste me couper, puis dans le fond, il va continuer à faire ses affaires. Honnêtement, ça me donne un espoir qu'il va peut-être revenir au prochain film là, ou au pire là, dans la conclusion là, du 8e film. Je sais pas si ces scènes auraient été filmées là, parce que tu sais, est-ce que tu saches le 7e film est filmé là, mais le 8e il est pas encore fini. Fait que tu sais, c'est sûr qu'avec l'accident que Jeremy Renner a eu là, cet hiver, c'est sûr qu'il est probablement pas très très en forme là, pour commencer à aller filmer un film de l'ampleur d'un Mission Impossible, mais à quelque part si c'est juste au moins pour dire qu'il est encore vivant puis il est encore de service puis que peut-être qu'il serait là pour un futur de la franchise là, ben c'est grâce au fait qu'on l'a pas tué en début de film. Là dans le fond on va tirer là, sur Luther que dans une genre de scène là, qui rappelle un peu là, le film Clanche avec Keanu Reeves, que dans le fond on doit tirer l'otage. Ça c'est juste après avoir eu une scène qui rappelle un James Bond sans faire une scène de James Bond avec un auto téléguidé puis même une BMW téléguidée par un téléphone qu'on avait vu là, dans Demain ne meurt jamais. Puis c'est ça, fait que finalement on fait juste contrôler la voiture pour avancer là, de quelques mètres, là, mais ça rappelle vraiment là, le film là, de Demain ne meurt jamais sans vraiment avoir là, de but là-dedans. Ce qui se passe là-dedans, c'est que on a notre équipe ils sont là pour faire la transaction, mais que pendant qu'ils sont en train d'avoir la transaction avec les marchands là, pour le plutonium, ben on a les apôtres aussi qu'eux autres là, ils vont tout foutre le trouble en essayant là, de se procurer le plutonium par-dessus là, leur transaction. Si on peut comprendre, là, en bout de ligne, là, c'est le syndicat qui s'est juste comme renommé. Dans le fond, là, c'est peut-être parce que c'est plus Solomon Lane là, qui est à la tête là, de l'organisation. C'est le personnage là, de John Lark qu'on va connaître un peu plus tard. Mais c'est ça. Fait que maintenant, ils s'appellent les apôtres. Puis ils sont partout. Dans le fond, là, c'est comme un peu comme Spectre, comme que je parlais là, la semaine passée. Mais on n'a pas de film de James Bond pour comparer là, cette semaine. Dans le fond, le film de James Bond qu'on peut comme techniquement comparer avec, c'est No Time to Die qui est sorti là, en 2021. Que dans le fond, je pense qu'on va en parler peut-être plus au prochain coup. Ou peut-être même avec le film là, de Dead Reckoning Part 2. Que dans le fond, on va finir peut-être avec le personnage là, de Ethan Hunt, et vu comment que No Time to Die termine, ben je suis certain qu'ils ont pris des notes pour essayer là, de finir le personnage de Ethan Hunt d'une manière peut-être un petit peu moins choquant, peut-être là. Je sais pas si c'est un mot qui est un peu trop doux, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ça va être pour 2 podcasts plus tard là, dans la rétrospective de Mission Impossible. Fait que c'est ça, fait que finalement ben ils se font voler le plutonium, mais on a comme un bond dans le temps. Dans le fond, tout est comme rajouté. Moi, honnêtement, là, à ma première écoute du film, j'étais là comme, bon, ben, on essaie de faire un Mission Impossible comme si, mettons,
finalement, ben, ils ont manqué là, la situation. Puis, on essaie de faire quelque chose de différent au début. J'étais comme un petit peu content de tout ça. Comme je dis, il me semble que c'est quelque chose de même là, que je ressentais. Qu'on essaie de changer un petit peu la manière. Surtout qu'on a le même réalisateur que le dernier film. Puis des fois, on peut avoir comme la même saveur. Ben, Monsieur McQuarrie, ce qui est le fun, c'est qu'il essaie de quand même avoir un ton différent qui semble pas être trop comme le dernier film, puis on essaie de changer quand même là, des affaires pour que on n'a pas vraiment le même ton totalement là, du dernier film. T'sais, on ressent qu'on a une suite dans les idées, mais quand même on essaie de varier les choses qui des fois il est quand même assez difficile quand on a le même réalisateur. Puis là, ben c'est ça, on voit les répercussions là, que quand les apôtres ont réussi à ramasser le plutonium, ben que dans le fond ils se sont mis là, à faire sauter là, 3 endroits religieux. Quand on écoute le commentaire audio, on peut comprendre là, qu'ils ont quand même coupé beaucoup là, d'affaires dans cette scène-là. Honnêtement, moi j'ai embarqué vraiment là, avec le côté là, de Ethan Hunt qui dans le fond il est en train de perdre les pédales. Là, on avait vu perdre les pédales dans le fond là, dans le 3e film. Là, c'était pas la première fois qu'il sautait les plombs. Quand on écoute le commentaire audio, c'est comme si Ethan Hunt il perd jamais là, le contrôle, mais on l'a vu quand même dans la franchise. Là, fait que je sais pas là, pourquoi que c'était quelque chose là, qu'on pouvait pas voir venir, mais c'est ça qui parle dans le commentaire en disant que dans le fond on pouvait peut-être trouver ça louche le fait là, que Ethan Hunt, dans le fond, là, il doit être quasiment là, restreint là, par Luther, puis que dans le fond, là, c'est quelque chose là, qu'on pourrait pas penser que ça pourrait être réel de ça, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose là, qui peut être réel quand, dans le fond, ils ont réussi, là, les apôtres ont réussi à faire sauter là, un endroit à Rome, je pense que c'est le Vatican, dans le fond, là, puis à Jérusalem et à Mecca. Puis c'est ça, à quelque part, fait que, tu sais, il y a une raison là, pourquoi il peut être un peu fâché. Puis à quelque part, ben, c'est un autre film, puis des fois, on veut essayer de placer un autre ton, puis tout ça, puis c'est ça qu'on fait là, depuis le début du film. Fait que je me suis dit, on essaie de faire quelque chose de nouveau. Là, dans le fond, là, ils ont réussi à attraper là, quelqu'un, là, le personnage là, de Neil, que lui, il est hospitalisé, puis que dans le fond, là, il vient de se réveiller. Puis dans le fond, ben, là-dedans, là, toute la mise en scène, moi, honnêtement, quasiment à chaque fois, là, j'ai embarqué là, dans cette scène-là. Honnêtement, je trouve que c'est une belle mise en scène pour nous embarquer, nous dire que tout est sombre, puis finalement, ben, pour que on a finalement, ben, c'est quasiment un mot magique aujourd'hui, là, ce qu'on va dire go, puis dans le fond, là, il se passe quelque chose à partir de là. Il y a 3 fois là, qu'on va dire go. La 3e fois est un petit peu moins, c'est pas vraiment un changement à partir de là. Ben, on va en discuter là, des 2 autres fois, là, mais Ethan Hunt va arriver, il va dire go une fois qu'ils ont récupéré là, le mot de passe là, pour pouvoir rentrer en contact avec un téléphone là, qu'il avait appelé là, le personnage là, de Lark pour pouvoir débarrer le téléphone puis pouvoir prendre là, ses coordonnées. Donc on a qu'est-ce qu'on a besoin, puis c'est pareil comme le premier film de Mission Impossible, c'est un peu le même principe où que dans le fond il avait fait une mise en scène, puis que dans le fond c'était juste un interrogatoire, puis dans le fond c'est tout un plateau, puis du coup je trouve que cette scène là, c'est vraiment un bon punch. On a comme tout le film là, qui est quand même assez sombre là, pendant quelque chose comme 20 minutes. Peut-être un petit peu moins, là, mais ça paraît vraiment long. Je dis pas ça dans le mauvais sens, là, mais c'est quand même quelque chose là, que on sent là, qu'on s'en va là, dans un univers pas mal plus foncé. Peut-être plus DC que Marvel, tant qu'à avoir quelqu'un là, de DCU là, qui va être là aujourd'hui. Juste pour dire n'importe quoi. Mais c'est ça, quelque part, quand les murs tombent de l'hôpital, puis que finalement c'est un plateau de tournage, ben, dans le fond, toute une mise en scène, là, honnêtement, là, moi j'ai la mâchoire à terre pour embarquer là, dans le film. Puis c'est là que, dans le fond, on a notre thème. Puis c'est ça, dans le fond, tout notre pré-générique qui est quand même assez long aujourd'hui, là, quand même là, 15 minutes avant là, d'avoir la chanson. Là.
Fait que la musique aujourd'hui là, est interprétée là, par le compositeur Lorne Balfe. Moi, j'en ai parlé là, quelques fois au podcast. Je parle de notamment là, le film là, de Terminator Genesis, que je pense que c'était la première fois que j'entendais parler là, de ce compositeur-là. Sinon, j'en ai parlé là, quand j'ai fait l'épisode de 300e de Lego Batman. Puis dernièrement, il y a quelques mois, là, j'ai parlé aussi là, de Black Adam. Fait que dans le fond, c'est pas la première fois que j'en parle au podcast. Un compositeur quand même que j'ai pas vraiment beaucoup écouté, là, juste dans le fond, là, un peu là, dans les trames que je viens de mentionner, puis c'est tout. Mais que tu sais, j'ai pas écouté plus que pour le podcast, même les trames sonores de Terminator que j'ai quand même écouté de nombreuses fois. J'ai pas beaucoup réécouté là, la trame sonore là, de Genesis. Puis honnêtement, le travail qu'il fait aujourd'hui, ça me rappelle beaucoup là, du Hans Zimmer. Dans le fond, c'est un collaborateur là, de Hans Zimmer. Il travaille là, comme pour la même compagnie là, que Hans Zimmer a créé. Là. Il a comme créé là, une genre de maison là, de compositeurs. Puis dans le fond, M. Balfe travaille là, fait partie là, de ces compositeurs. Mais tu sais, honnêtement, là, le film d'aujourd'hui, ça va sonner vraiment du Hans Zimmer. Comparativement à Hans Zimmer qu'on a eu là, il y a quelques semaines, je trouve que la trame sonore aujourd'hui sonne plus Hans Zimmer que Hans Zimmer lui-même. C'est pas le même air aussi là, pour M. Zimmer, mais je veux dire, c'est vraiment les gros tambours, ça sonne vraiment lourd, ça sonne vraiment le produit, ça sonne comme vraiment du Hans Zimmer. Puis il y a certains sons que M. Zimmer fait que M. Balfe ne fait pas, mais on a vraiment une genre de tonalité là, de Hans Zimmer. Puis honnêtement, je suis vraiment là en admiration là, pour la trame sonore aujourd'hui. Honnêtement, avec le podcast, je découvre quelque chose là, que j'avais pas vraiment, que je m'étais pas beaucoup assis pour écouter. J'avais écouté là, les deux premières trames sonores là, quand même une couple de fois là, avant là, dans les dernières années, mais je m'étais pas vraiment porté attention là, pour les dernières trames sonores, là, surtout à cause de Michael Giacchino, que j'ai pas vraiment d'intérêt, mais comme que j'ai parlé dans les dernières semaines, j'étais quand même un peu là, satisfait là, de ces trames sonores. J'étais quand même étonné qu'il y avait quelque chose là, que je pouvais aimer de M. Giacchino. Même celle-là là, de Joe Kramer la semaine passée. Puis aujourd'hui, ça se rajoute. Honnêtement, je pense qu'on fait un très bon travail là, du côté là, des trames sonores. Puis ça me désole vraiment quand je pense à la franchise des James Bond, qu'ils n'étaient pas capables là, de faire des trames sonores là, qui avaient du sens là, depuis quelque chose comme 2005 avec le film de Casino Royale, là, je pense que c'était 2006 plutôt, là, sans vraiment là, rabaisser là, le travail là, de David Arnold, mais qu'est-ce qu'on a là, depuis ce même temps-là en tant que trame sonore de Mission Impossible? Honnêtement, là, sont toutes supérieures à toutes les trames sonores là, qu'on a eues là, jusqu'à ce moment-là dans l'ère de Daniel Craig, puis je trouve ça vraiment plate en tant que fan de James Bond. Alors, on se ramasse à une base aérienne là, en Allemagne, à Ramstein. C'est là qu'on a le retour là, de Alec Baldwin, il reprend son rôle là, de Hunley là, de la semaine passée. Puis là, c'est ça, vraiment, c'est comme un peu l'inverse aujourd'hui. Là, il est comme vraiment en arrière là, de Tom Cruise. Dans le fond, là, il est là, que dans le fond, il fait super confiance. Puis dans le fond, le fait qu'il fait confiance, c'est avec tout ce qu'il a fait, dans le fond, c'est pour ça qu'il est en arrière de lui, là, juste à cause là, de Tom Cruise. C'est vraiment là, comme le gros discours vendeur là, avec son introduction. C'est vraiment comme pour contraster avec la semaine passée. Plus pour marcher peut-être avec la dernière scène là, du film de Rogue Nation. Mais c'est là-dedans aussi qu'on a l'introduction de Sloane, qui est joué par Angela Bassett, qui est comme un autre département, dans le fond, qui fait quasiment le rôle que Alec Baldwin faisait la semaine passée. Là, dans le fond, là, on a mis comme ce rôle-là à Angela Bassett, qu'elle, dans le fond, est bien sceptique de l'IMF, dans le fond, là, que si on a vraiment besoin là, de l'IMF, est un peu en arrière de ça, mais à cause qu'ils ont perdu là, les plutonium en début de film, dans le fond, elle avait envoyé là, son agent de son côté, là, le personnage de Walker, qui est joué là, par Henry Cavill,
Bien sûr, ben Henry Cavill, dans ce temps-là, ben il jouait là, dans les films là, de la DCU là, avec le personnage là, de l'homme d'acier là, ou Superman, si vous préférez. C'est le fameux film que, dans le fond, il devait garder sa moustache et que le fameux Justice League de 2017, ben pourquoi qu'on devait effacer la moustache? Ben c'est à cause du film d'aujourd'hui. Ça a l'air que M. McQuarrie, lui, dans le fond, ça ne dérangeait pas qu'il coupe sa moustache, puis que dans le fond, là, il serait revenu, puis on aurait pu juste y rajouter une moustache par la suite, puis dans le fond, régler ça de même. Mais les hauts placés à la Paramount, ben, ils ont dit non, il n'y a pas question, arrangez-vous avec vos problèmes. Puis dans le fond, c'est pour ça que la Warner était pognée pour effacer là, la moustache. Moi, je comprends juste pas pourquoi ils n'ont pas attendu quelques semaines puis qu'ils n'ont pas repoussé le film là, de quelques mois. Puis ils auraient réglé bien le problème, puis je pense que ça aurait été peut-être un petit coup de plus de côté de positif dans un film là, qui était, en tout cas, que j'ai déjà quand même couvert, là, la version là, de Joss Whedon là, que j'ai couvert là, dans le passé. Mais je pense que ça aurait aidé un peu au film, là, où on n'avait pas besoin là, de cet arrangement-là là, CGI, mais dans le fond, là, le film est ce qu'il est aussi, là, c'est pas juste à cause de ça. Là, dans le fond, on a remplacé un personnage de Marvel par un personnage là, de DC. Puis dans le fond, on avait essayé un peu encore embarquer là, le fait que peut-être que lui va pouvoir continuer la franchise par la suite. Bien sûr, ben ça s'annonce être la taupe plus que d'autres choses. Mais si on pouvait arriver avec la même idée un peu qu'on pouvait avoir Henry Cavill là, qui continue la franchise après Tom Cruise, ben on part de loin parce que dans le fond, là, les deux personnages sont déjà quand même là, assez adversaires, vraiment en extrême. On sent pas quasiment qu'il peut avoir une alliance entre les personnages, là, même avant la révélation là, que c'est le personnage là, de Lark. Ils sont vraiment là, comme en extrême, mais puis ils trouvent quasiment pas là, de compromis. Là. Ils sont vraiment tout le temps là, en face à face. L'acteur Henry Cavill aussi, là, il avait joué là, dans une autre un film là, qui était adapté là, d'une série là, des années 60, mais un petit peu avant Mission Impossible, là, une série là, des années de 1964, 2 ans avant Mission Impossible, The Man from UNCLE, que j'ai pas vu en tant que tel. Là, c'est un film là, encore d'espionnage que je pense, d'après ce que je peux comprendre, là, c'est un petit peu plus léger comme film, là, mais dans le fond, c'est pas la première fois là, qui est embarqué là, comme tête d'affiche là, dans un film là, d'espionnage. Puis peut-être même on peut parler là, de Henry Cavill là, que le monde veut le voir comme James Bond. Honnêtement, là, oubliez ça. L'acteur, c'était Superman, puis il sera pas Superman et James Bond. C'est pas que je veux pas le voir comme James Bond, mais c'est très peu probable. Il y a quelques semaines aussi, c'est vraiment ironique. Quelque part, on avait Doug Ray Scott dans le film de Mission Impossible 2, que lui aussi avait été il avait passé proche là, d'être l'agent britannique en même temps là, qu'Henry Cavill. Finalement, ben, c'est sûr, on avait eu Daniel Craig, puis c'est sûr. En tout cas, je trouve juste ça un petit peu drôle qu'on a deux personnages contre Ethan Hunt qui étaient des potentiels pour être James Bond. Donc, si mettons, on a un autre acteur là, qui apparaît dans les 2 prochains films qui ont peut-être déjà été un potentiel pour un James Bond, ben dites-vous que ça va probablement être un adversaire à Ethan Hunt dans le film, même si on ne le dit pas, ben ça va être avant la fin du film, on va se dire que c'est finalement là, l'adversaire principal. Du coup, c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça fit un peu là, c'est juste drôle comme coïncidence que Ethan Hunt l'emporte là, sur les James Bond. Sinon, ben, Henry Cavill, ben, en tant que tel, là, à chaque fois que j'ai écouté le film, j'embarque plus dans son personnage. J'étais pas trop sûr au départ. Puis même, il y a un côté, je me suis dit, ben, tu sais, il fallait que je fasse la cassure avec Superman aussi, mais, tu sais, là, ça fait plusieurs fois là, que je vois le film, les 2 fois initiales, puis il a fallu que je l'écoute 3 fois là, pour le film, ben, pour le podcast. Fait que, tu sais, j'ai embarqué en masse avec l'acteur, puis ça
prestation. Puis honnêtement, là, je veux dire, plus ça va, plus je l'aime en tant que tel, puis je trouve ça plate que dans le fond, là, à moins qu'il y a vraiment une colonne et un visage là, assez solide, ben je pense qu'il est mort, puis on ne le reverra pas, puis je trouve ça bien plate, là, je trouve que ça aurait été le fun là, de la revoir, mais en tant que tel, là, on peut pas faire revenir tout le monde. Là. Je sais pas si, mettons, la semaine prochaine, la prochaine fois plutôt, on va avoir Sean Harris qui va revenir en Solomon Lane, qui n'est pas mort, mais je veux dire, on peut pas avoir Solomon Lane qui revient, puis aussi qu'on a Henry Cavill, là, ça serait quand même pas mal. Là. Fait que honnêtement, là, je trouve que c'était une bonne présence. Puis en tant que tel, le côté qui est toujours un petit peu plus en côté là, en train là, de chercher le trouble avec Ethan Hunt, ben, je trouve qu'il fait bien ça. Hein. Je trouve que la chimie entre les deux, même s'ils s'entendent pas, puis ils ont de la misère à travailler ensemble, puis on le sent tout le temps, je trouve qu'il fait bien son rôle, Monsieur Cavill. Fait que dans le fond, la mission, quand ils ont débloqué le téléphone, ben ils sont là pour essayer là, d'intercepter le personnage de Lark, qui savent toujours pas c'est qui. C'est quand même drôle là, au début. On a Ethan Hunt là, quand il reçoit sa mission, et, on dit là, que dans le fond, cet homme, puis dans le fond, on voit là, juste la silhouette d'une personne. Ben, ils disent c'est le personnage de Lark. Dans le fond, il montre absolument rien. Là, c'est juste drôle un peu là, la manière que c'est apporté. Mais c'est ça, dans le fond, ils doivent se rendre à Paris, puis ils vont sauter dans un avion. Et dans le fond, c'est un des grosses cascades là, du film où ce que, dans le fond, la manière que c'est phrasé, c'est comme si on fait le saut une centaine de fois pour prendre finalement 3 prises. D'après moi, là, puis tu sais, il y avait une branche là, de à peu près 1 heure pour pouvoir filmer. Ils n'ont pas filmé en haut de Paris, là, ils ont filmé dans un désert, mais tu sais, en quelque part, on peut arriver avec l'idée de pourquoi ils l'ont pas fait au CGI, mais il aurait pu arriver là, puis rajouter Paris, là, même s'il était là, dans un endroit contrôlé, mais ils ont vraiment sauté, là, ben, il était dans un désert, comme j'ai dit, une centaine de fois. Puis, dans le fond, ils ont gardé 3 prises là-dedans. Mais en tant que tel, je crois pas qu'ils ont pris 100 jours pour filmer ça. D'après moi, là, ils ont sauté plusieurs fois là, dans la même journée. Peut-être qu'ils ont fait ça pendant une semaine, puis ils ont gardé juste 3 prises là-dedans pour faire toute cette séquence-là, mais c'est quand même une séquence assez spectaculaire. Ça fait penser un peu là, au début là, de Moonraker, le film de James Bond, où ce que James Bond sautait là, d'un avion sans parachute, mais c'est un peu le même principe, mais là, bien sûr, Tom Cruise, lui, il fait là, pour de vrai. C'est pas un cascadeur, puis c'était un peu la même affaire aussi la semaine passée, où ce qu'il se tenait sur le bord d'un avion, ben on avait un cascadeur dans Octopussy qui se tenait sur le bord d'un avion, puis Ethan Hunt le fait pour de vrai. Fait que, tu sais, on voit que la base, là, tant qu'à moi, là, c'est vraiment des films de James Bond. Ils prennent des notes. Puis il essaie de faire ça un petit peu plus à l'extrême. Puis moi j'aime ça quelque part. Je suis pas là le côté. Je vais rester quand même plus à la base globalement fan de la franchise de James Bond, mais en tant que tel, je suis pas en train là, de caler puis de garder ça de haut puis de me dire ben là tu sais James Bond on fait ça, je suis quand même capable de voir que il a pris ça comme défi. Puis il essaye là, de le faire pour de vrai. Puis vraiment j'apprécie le travail là, que M. Cruise fait. Donc, ils atterrissent au sol, puis dans le fond, l'endroit où ils doivent rencontrer Lark, ben, il y a comme une genre de discothèque, puis là, il doit rencontrer là, la veuve blanche, qui la fille là, du personnage de Max du premier film. C'était pas supposé d'être su dans le film, dans le fond, il c'était comme supposé d'être laissé sous-entendre, mais finalement, ben, ils ont décidé de le mettre dans le script. Je pense que quand j'ai parlé du premier film, dans ma tête, c'était vraiment le personnage là, de Max qui revenait dans le film, mais c'est ça aussi, j'ai comme un peu fusionné l'idée que finalement c'est juste sa fille qui est là, mais on dit pas si mettons Max est morte ou juste qu'elle s'est retirée. Elle est peut-être juste en prison. En tout cas, on verra. Là, je serais pas surpris qu'elle revienne. Là, l'actrice là, Vanessa Redgrave, qui faisait le personnage de Max, n'est pas décédée. Je me suis dit peut-être qu'elle est décédée. Non, elle n'est pas décédée. Fait que c'est sûr qu'elle s'en va quand même assez là, dans le haut en âge. Là, fait que peut-être que ça va. C'est peut-être un facteur en tant que tel, mais elle a joué quand même là, dans des films là, tout récemment. Fait que pour faire un caméo, c'est bien possible.
le personnage là, de la veuve Blanche qui est joué par un autre Vanessa, vraiment comme un hasard, là, Vanessa Kirby, que dans le fond, on sent vraiment un côté là, menaçant, mais en tout cas, honnêtement, je lui fais pas confiance. Je veux dire, honnêtement, là, j'embarque pleinement là, dans ce personnage-là. Accidentellement, je vous fais un petit mini spoiler. Je crois qu'elle revient dans le prochain film, mais ça peut être juste pour un caméo, ça peut être pour pas mal juste une idée de base, mais en tout cas, moi j'ai accidentellement vu qu'elle revient là, dans le prochain film. Dans les écritures, là, je veux dire, j'ai pas vu de séquence dans quel état qu'on la voit. C'est peut-être juste un flashback, c'est peut-être si vous avez vu là, la bande-annonce, peut-être que vous l'avez vu. Mais moi, j'ai juste vu là, quelque part dans la distribution, là, je cherchais d'autres choses. Dans le fond, là, je cherchais qui faisait la musique pour le prochain film, là, que c'est toujours Lauren Balfe qui revient là, pour le 7e film. Fait que je suis juste tombé accidentellement sur que j'ai vu le nom là, de Vanessa Kirby. Puis je trouve ça plate un peu le savoir, mais ça donne un peu l'idée d'où est-ce qu'on va s'en aller là, au prochain film. Mais bien que j'ai des gros doutes qu'on va continuer avec le syndicat et les apôtres, ça pourrait aussi bien être une histoire à part, mais honnêtement, je sens qu'on va essayer de continuer quand même dans cette lignée-là là, la semaine prochaine. Puis en sachant que Mme Kirby elle va revenir, ça me confirme pas mal là, qu'on va continuer là, cette histoire-là là, qui a commencé là, la semaine passée. Mais avant de se rendre à Mme Kirby ou la veuve Blanche, dans le fond, là, notre duo va se ramasser là, à essayer là, de trouver là, le personnage de Lark. Il va se ramasser dans une salle de bain, puis vont se pointer là, en face là, du personnage de Lark, là, mais c'est pas Lark. Dans le fond, ils vont trouver que c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Lark, qui est joué par Liang Yang, que dans le fond, là, lui, il sait se battre, puis qu'il va ramasser pas mal nos deux agents secrets. Honnêtement, je sais pas si c'était une bonne idée. Dans le commentaire audio, Tom il arrive puis il dit que cette scène-là sert à montrer que même si Henry Cavill a l'air d'une grosse brute puis qui est capable de se battre, à quelque part, cette scène-là est là pour montrer qu'il est touchable puis qu'il peut se faire ramasser. Honnêtement, sachant que c'est l'adversaire principal du film, ça serait bon de savoir qu'il est indestructible. Tu sais, c'est ça quelque part qu'il faut mettre. Faut pas montrer qu'on peut le battre. Puis je trouve que c'est une faute un peu là, de faire cette idée-là. Je comprends juste pas pourquoi que tu veux pas montrer là, que ton adversaire est imbattable. Fait qu'à la fin, quand tu essaies de te battre contre lui, tu as une plus grosse menace, mais là, déjà, au début, on peut voir là, que Henry Cavill est capable là, de se faire péter le nez. On va s'en servir de ça là, pour... dans le fond, il ne fait pas péter le nez, mais il reçoit un coup au visage, là, puis on fait semblant là, qu'il s'est pété le nez pour comme couvrir là, la flaque de sang à terre. J'adore cette mise en scène-là. Éventuellement, là, on a Isla Faust qui va se pointer là, dans la salle de bain pour descendre le faux Lark. Dans le fond, on avait une scène supprimée qu'on était supposé l'avoir avant. Mais dans le fond, là, de juste d'en l'avoir comme ça, qu'elle apparaît là, de nulle part, je pense que c'est un petit peu plus efficace. Mais tout ce qui se passe dans la salle de bain, là, honnêtement, là, ça me faisait penser à Terminator 3, là, toute la bagarre là, dans la salle de bain, où on est en train là, de tout démolir. Mais en tout cas, c'est un petit peu plus extrême là, dans Terminator 3. Là, mais en tout cas, j'avais un petit peu des mini-flashbacks. Mais j'apprécie plus un peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis même Tom Cruise et Henry Cavill, les deux ensemble, que dans le fond, ils s'aiment pas, puis c'est comme ça paraît, il y a comme une dualité entre les deux, puis qui essaient de travailler ensemble, puis honnêtement, ils ont deux méthodes différentes. Oui, Henry Cavill est vu comme c'est un assassin de sang-froid, puis dans le fond, il aime pas, lui, dans le fond, il veut pas perdre son temps. Mais c'est sûr que si on se passe à sa place, il veut pas que, dans le fond, se faire découvrir. Il veut pas qu'on sache trop que c'est lui
Lark en bout de ligne. Là. Fait que, tu sais, il faut que ça arrange quand même là, pour que tout se passe d'une telle manière, mais qu'il peut jouer dans les deux sens. Il faut que ça marche, mais que ça marche pas de l'autre côté, puis qu'il se fasse découvrir. Mais en même temps, le personnage là, en tout cas, de faux Lark, lui, ben, tu sais, il sait pas c'est qui. Le vrai Lark, dans le fond, il a été engagé de même. Mais c'est ça, tout ce qui se passe à partir là, de Henry Cavill qui va péter là, la valise au visage du faux Lark, puis tu sais, dans le fond, là, où il rentre dans la salle de bain, puis que dans le fond, il y a des Français parce que c'est en France, naturellement, qui arrivent dans la salle de bain, puis qui pensent que dans le fond, il se passe quelque chose là, dans la toilette, que dans le fond, il y a les trois hommes là, puis tu sais, en tout cas, toutes ces scènes-là, où ce qu'il essaie de construire un masque aussi, pour pouvoir faire le personnage de Lark. J'aime tout un peu là, toutes ces mises en scène-là. C'est tous des petits détails, mais cette mise en scène-là, je veux dire, c'est tout bien réussi. Honnêtement, j'aime vraiment là, toute cette section-là du film. Tu sais, dans le fond, là, on nous établit là, pas mal comment qu'on y va. Puis tous les personnages semblent réels, tu sais, ils s'entendent pas, mais tu sais, ils doivent faire la job ensemble. Puis dans le fond, là, ils essaient là, de combattre, en guillemets, Lark. Puis tout ça, ben, en tout cas, j'aime tout comment que c'est monté. L'introduction là, de Isla Faust qui revient, qui est toujours joué là, par Rebecca Ferguson, qui était vraiment là, un des meilleures choses là, qu'il y avait dans le film de la semaine passée, puis c'est encore une des meilleures choses qu'il y a dans le film d'aujourd'hui. Ça va être quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tom Cruise va se blesser un peu plus tard dans le film, puis pendant ce temps-là, ben, elle va être tombée enceinte, puis dans le fond, là, il va falloir là, qu'elle réussisse à faire quand même plusieurs scènes, puis il y a même un bout tout ce qui est genre 7 mois enceinte, puis qu'elle va devoir quand même performer, puis dans le fond là, ça paraîtra pas, j'imagine qu'il va y avoir des doublures là-dedans, tout ça, mais honnêtement on va avoir réussi là, quand même à apporter là, ce personnage-là pareil comme qu'il était là, la semaine passée, malgré que des fois là, c'est ça comme j'ai dit là, elle avait la contrainte là, d'avoir d'être 7 mois enceinte, fait que qu'elle revienne aujourd'hui, je suis bien content, dans le fond, puis on va avoir travaillé le personnage, elle va être pas nécessairement travailler en collaboration avec Ethan Hunt. La semaine passée, elle travaillait pas mal plus avec. Aujourd'hui, elle va être un petit peu contre lui. Dans le fond, on va essayer d'y aller contre elle. Mais en même temps, ben, c'est un peu ça aussi. C'est, dans le fond, là, c'est de l'amitié gouvernementale, mais en même temps, ben, ils travaillent chacun là, pour le pays. Elle, dans le fond, elle doit aller rechercher, là, dans le fond, le personnage de Solomon Lane. Puis pour finalement régler là, dans le fond qu'elle soit libérée là, de son gouvernement. Puis des fois, c'est ça l'apporte à être contre Ethan Hunt. Mais on sent qu'il y a encore quelque chose envers Ethan Hunt, puis qu'il y a quelque chose entre les deux. C'est vraiment le duo de Mission Impossible, tant qu'à moi. Je veux dire, ça a été établi la semaine passée. Puis de la revoir aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui avait ressorti pas mal. Puis, dans le fond, on l'a confirmé à quelque part que c'est pas juste dans ma vision là, que je pense que c'était bien vu que elle c'était la coéquipière parfaite pour jumeler avec Ethan Hunt. Puis comme que j'ai dit au début du podcast, dans le fond, on a toujours la contrainte de Julia. Est-ce qu'on l'efface, puis que dans le fond, on fait comme si elle n'existe pas? Ou que dans le fond on essaie de régler l'histoire, puis c'est ça un peu que je pense qu'on apporte aujourd'hui. Donc, Ethan, lorsqu'il se rend compte là, que dans le fond, Lark, le faux Lark, ils l'ont tué, qu'ils doivent faire quelque chose, dans le fond, pour avoir la rencontre avec la veuve blanche. Fait que, dans le fond, il va se faire passer pour Lark, mais sauf qu'ils peuvent pas utiliser là, une création de masque parce que la valise a été brisée là, par
le personnage de Walker. Fait que, dans le fond, ils doivent juste improviser puis espérer là, que la veuve sache pas c'est qui la personne qu'elle devait rencontrer. Fait que, et dans le fond, Ethan va aller rencontrer là, la veuve blanche. Puis là, d'après ce que je peux comprendre, il y a des apôtres qui sont là. Je sais pas si les apôtres savent exactement c'est qui le personnage de l'arc. Probablement qu'ils savent que c'est Walker, puis que peut-être que Walker s'est arrangé pour peut-être que ça s'abolisse en bout de ligne cette rencontre-là, puisque c'est pas lui, mais à quelque part, s'ils peuvent avoir quand même le plutonium à partir de là, ça s'avantage un peu aussi à l'arc que lui, il a juste à peut-être tuer Ethan Hunt une fois qu'ils ont récupéré le plutonium. Mais c'est ça, à quelque part aussi, là, c'est pas trop clair un peu là, qu'est-ce qui se passe avec les apôtres. Les apôtres arrivent, puis ils vont sauter dans le tas un peu partout là, dans le film. Là. Quand est-ce que c'est les apôtres? Quand est-ce que c'est la gang de Kirby qui est là? Dans le fond, ça s'en vient un peu plus grisâtre là, par la suite, mais c'est souvent, dans le fond, les apôtres là, qui sont toujours là en train de les traquer. Donc, on est rendu à peu près à 50 minutes du film où on va commencer à préparer là, l'extraction de Lane. Que, dans le fond, Ethan, en étant le personnage de Lark, que dans le fond, qui essaie là, de se faire passer pour, ils vont commencer à visionner que quand ils vont sortir Lane de du camion de cargo qui est dedans, que dans le fond, ils vont tuer plein d'innocents au travers de ça, puis bien sûr, c'est ça qu'ils veulent pas qui arrive. Dans le fond, on va stresser un peu les valeurs qu'on avait vues dans le premier film où ce que Ethan Hunt il voulait pas de mort inutile. Puis, dans le fond, c'est un peu ça aussi qu'on va marteler aujourd'hui. Mais je sais pas, la semaine passée, il me semble qu'on avait du monde là, qui se faisait tuer là, n'importe quand. Puis, dans le fond, on ne faisait pas un grand plat. Mais là, c'est rendu, c'est juste la police. À quelque part, c'est en guillemets les bons. Fait que on va pas les tuer, dans le fond, là, il y aurait de l'air pas mal un petit peu. Ça paraîtrait pas bien là, dans le dossier à M. Hunt s'il arrivait pour tuer là, de la police française. Là, fait que, en tout cas. Fait que là, dans le fond, il va tout un peu revirer toute la situation. On voit ça un peu là, dans son optique, où ce qu'il va avoir comme encore un cauchemar. C'est toujours un peu là, des idées sombres, un peu de comment que ça peut arriver. Puis après ça, dans le fond, pour pas que ça arrive, il va devoir trouver une solution. C'est probablement là, la plus grosse pièce d'action là, est coupée en plusieurs morceaux, mais elle commence là, dans le fond, où le camion blindé qui a Solomon Lane dedans. Au lieu de le couper la route, dans le fond, ils vont y rentrer dedans pour qu'il tombe dans la rivière, puis Solomon Lane va être récupéré là, par Simon Pegg et Luther, que dans le fond, lui, ils vont l'amener là, dans les souterrains, puis dans le fond, ils vont rejoindre toute l'équipe un peu plus loin. On a Ethan et Walker là, qui sont dans la voiture. En tout cas, je vais dire Walker, je vais dire Cavill, je vais dire peut-être Lark. Excusez-moi, quelque part, je vais y aller sur ce que ça va le plus facile. Pareil comme que je dis Ethan et je dis Tom Cruise, qu'est-ce qui est le plus facile sans perdre mon idée. Fait que les deux, c'est ça, sont dans l'auto, puis dans le camion, puis dans le fond, ils vont discuter ensemble. Puis, dans le fond, on voit qu'il n'y a jamais de rapprochement un peu. Ils sont jamais sur un bon terrain. Puis, c'est ça que j'aime, honnêtement. J'aime ça qu'ils sont toujours en train de se confronter. Il n'y a jamais là, un peu d'idée d'espoir que peut-être qu'ils vont s'entendre éventuellement. Je trouve que ce soit finalement le grand machin. C'est comme un petit peu trop correct à quelque part, là, c'est ça qu'on a montré depuis le début, mais je trouve ça un petit peu plate de l'autre côté, ultimement, que j'aurais aimé ça qu'ils soient pas capables de s'entendre du tout, puis que ultimement, que ça soit quand même un bon, qu'il soit sur le bon côté. On sait qu'il est un petit peu plus rough à quelque part, parce que lui, dans le fond, là, il est plus assassin là, de sang-froid, c'est sa job, puis c'est comme que c'est un peu la job aussi à Ethan, mais que lui,
lui, il préfère un côté plus pacifique en faisant une mission. Puis l'autre, Cavill, lui, à quelque part, si mettons il y a quelqu'un dans son chemin, il va pas se gêner là, de le descendre. Mais j'aurais trouvé ça le fun qu'il soit pas méchant. Qu'on ait quelqu'un de même qui soit forcé de travailler avec, puis qu'ultimement, qu'il soit pas l'adversaire à Ethan Hunt. Fait que là, dans le fond, ils se sont comme entendus là, sont avec l'équipe de la Veuve Blanche. Dans le fond, ils ont chacun un camion, ils sont supposés là, de se planter entre toute la troupe de police, puis ils sont supposés de tout descendre la police, les policiers au travers de ça, puis récupérer le Solomon Lane. Fait que, dans le fond, une fois là, qu'ils poussent le camion là, qui tient Solomon Lane, dans le fond, ils sont pognés pour se sauver avec le camion. Puis, dans le fond, il n'y a personne qui essaie là, d'aller chercher le camion avec Solomon Lane dedans. Ils sont tous en train là, d'essayer de récupérer le camion, dans le fond, là, essayer de les rattraper puis savoir c'est quoi leur problème, là, en guillemets. Fait que dans les poursuites, ils vont se faire poursuivre par la police. C'est sûr que l'équipe là, de la Veuve Blanche s'attendait pas à ce que le camion là, de Lane se ramasse dans l'eau. Fait qu'il était pas équipé pour ça. Fait que c'est plus la police qui va le courir après. Là, dans le fond, il va se ramasser dans une petite rue. Là. C'est une anecdote qui compte dans le commentaire audio que je l'ai trouvé bien drôle. Dans le fond, on a Ethan et Cavill qui sont dans le camion. Puis, dans le fond, le truck il reste coincé comme entre deux bâtisses. Puis, dans le fond, ils doivent faire de tomber là, le windshield. Dans le fond, ils vont donner un coup dessus. Puis, le windshield va tomber. Monsieur Cavill, ça a l'air qu'il a donné un coup vraiment trop fort, puis que le windshield est volé très très loin. Puis dans le fond, là, ils ont dû y dire là, de se calmer un peu. Là, il y a quelque chose comme Hey Superman, calme-toi un peu. Fais semblant que tu es un humain un peu. Puis fais semblant que ça a l'air dur un peu là, de défoncer une fenêtre. Là. Fait que je trouvais juste ça drôle là, quelque part là, qu'ils ont fait sa référence là, puisque c'était aussi Superman là, que ça avait été un petit peu trop fort comme coup. Mais c'est ça, à quelque part, là-dedans aussi, il s'arrange pour faire une diversion pour que Walker parte d'un bar, puis que Tom Cruise, lui, il peut avoir du temps, puis que dans le fond, il peut être pas à côté là, de Cavill. Ils vont les deux embarquer sur une moto, mais Cruise va faire semblant que sa moto elle part pas. Fait que Cavill va se sauver, peut-être en se disant que il va se faire intercepter là, par la police, puis il va pouvoir s'en débarrasser pour un certain temps. La poursuite elle va se continuer dans le fond où Tom va être en moto, puis il va se ramasser au centre de Paris. Là, il y a quelques semaines, là, quand j'ai parlé là, de John Wick 4, je pense qu'il se ramasse à la même endroit. C'est une scène totalement différente de ce qu'on a fait là, dans John Wick 4, mais c'est comme le même endroit. Puis finalement, à force là, de courir partout en moto, il va rentrer accidentellement dans une voiture, puis que il va crasher à terre, mais il est juste à côté de où ce qu'il devait là, se rendre. Il va rentrer comme dans une fontaine, là, puis finalement, son équipe va l'attendre juste en bas avec Solomon Lane. La poursuite de moto, quand même, c'est pas que j'ai vraiment quelque chose contre, est correct. Je pense que je l'ai même eu dans le dernier film, mais sont-ils capables de faire autre chose que des poursuites de voitures là, dans les Missions Impossibles? C'est pas mal la seule affaire que je peux dire contre. Est correct, quelque part, là, ils vont juste à grande vitesse là, dans les rues de Paris, puis c'est correct. On fait un peu comme les James Bond, pareil, on essaie de montrer les villes où ce qu'on va, puis on rend les endroits qu'on visite en valeur. Mais c'est ça, la poursuite de moto, après ça va revirer, on va en faire encore de la moto. Ça va être Isla qui va être elle en moto pendant qu'elle va essayer de rattraper nos agents, qu'eux autres vont avoir pris une BMW, puis qu'elle va essayer de les rattraper parce qu'elle veut descendre Solomon Lane. Honnêtement, je pense que je suis peut-être plus fan de courses de voitures, peut-être là. Je tripe pas ces voitures, mais
comme j'ai déjà parlé au podcast, mais la poursuite de voitures qu'ils ont avec Isla, qui essaie de les rattraper, puis que dans le fond, dans la BMW, ben, tu sais, en tout cas, j'aime mieux cette petite partie de voiture-là, cette poursuite-là, où ce que dans le fond, ils vont faire un petit peu plus de cascade. En tout cas, c'est juste cette petite partie-là, je l'aime mieux là, que la première partie. Mais tu sais, est tellement immense là, cette partie-là, où ce que, tu sais, oui, est coupée un peu, là, où ce que dans le fond, ils vont arrêter là, quand ils vont tous se rassembler, puis que dans le fond, ils vont changer là, les pilules GPS là, dans Solomon Lane là, pour pouvoir le traquer. Dans le fond, ils vont juste y mettre une patch, puis plus tard, là, ils vont carrément le sortir là, de son corps. Puis aussi, ben, ils vont accidentellement là, tomber face à face à une brigadière, je pense. C'est une policière, mais dans le fond, qui s'occupe du trafic. Puis, dans le fond, on va marteler le fait que Ethan ne veut pas de mort. C'est peut-être un petit peu trop, là, cette scène-là. Là. C'est vraiment comme un peu mettre, là, peser sur le crayon à quelque part. On sait qu'il veut pas là, de mort. Puis, dans le fond, elle tombe juste comme par hasard en face là, de notre équipe. Puis, dans le fond, elle va réagir. Puis, finalement, ben, elle va se faire tirer là, par des apôtres qui sortent de nulle part. Mais honnêtement, je trouve que c'est juste trop un peu. Là. Fait que finalement, ben, il va se ramasser, là, ils vont se réunir là, avec Hunley. Dans le fond, l'endroit qu'ils filment, c'est la même place qu'ils avaient filmé au début dans le parking souterrain, mais ils sont pas exactement à la même place dans le stationnement. Ils sont juste à l'autre bout du stationnement. Mais si on regarde bien, on voit que c'est comme un peu la même affaire. Puis je pense que, honnêtement, je l'avais aperçu là, aux premières écoutes. Quand je l'ai entendu là, dans le commentaire, je me suis dit, c'est pour ça que ça ressemble pas mal à être la même affaire. Puis c'est ça, ils ont filmé au même endroit. C'est quand même assez rare qu'on voit qu'ils filment là, au même endroit là, dans ces films-là. Souvent, ils veulent changer là, chaque scène, mais étrangement, ils ont décidé là, qu'ils ne changeaient pas de ça de bord dans le film aujourd'hui, puis qu'ils gardaient le même endroit, puis qu'ils filmaient juste à un autre endroit. Là. Mais c'est ça, dans le fond, là, ils vont faire une mise en scène, puis ça va marcher quelque part encore, quelque chose que je suis tombé dans le panneau. Dans le fond, on va avoir la révélation là, que Walker, c'est le personnage de Lark, mais tout ce qu'ils vont faire, là, c'est essayer là, de l'amener là, dans un piège. Ils vont mettre un masque à Benji, puis Benji, dans le fond, là, va prendre le personnage, là, va se faire prendre pour Solomon Lane. J'ai remarqué, par contre, que quand ils vont sortir Solomon Lane du stationnement, là, on va dire c'est ça, là, ils ont quand même Solomon qui est quand même peut-être là, il est peut-être à 30 mètres là, de Walker, tu sais, puis peut-être qu'il aurait pu dire quelque chose pour y lancer une perche, peut-être qu'il sait pas que c'est qui c'est là, Lark aussi, là, peut-être qu'il sait pas ça, mais t'sais, il doit se douter qu'il y a quelque chose qui marche pas là. Mais en même temps, il peut pas arriver et dire Lark, dans le fond, c'est une taupe là, dans le fond que c'est Benji qui est là. Il peut pas y dire ça, dans le fond, là, ils vont tout révéler. Fait que il est juste à laisser ça au destin à quelque part. Mais toute la mise en scène où ce que on pense que Lark finalement il essaie là, de libérer Solomon Lane et finalement que la révélation que c'est Benji, je trouve que ça marche à quelque part, puis dans le fond, dans toutes les réalisations, on clique assez en même temps là, que le film. Je trouve que la mise en scène, encore une fois, là, ça marche pareil comme que ça avait marché au début du film. Je pense quand même qu'il triche un peu, mais pour le résultat final, là, je trouve que c'est quand même le fun à quelque part là, qui nous a fait ça. On est rendu à peu près là, à 1h15, 1h30 là, du film, puis on a la révélation là, que c'est finalement là, c'est un traître. Puis c'est correct à quelque part. On n'a pas vu vraiment là, de haute tête de l'autre bord, puis on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. On suppose peut-être que ça va être encore Solomon Lane qui va être le grand méchant adversaire du film, mais
À quelque part, là, je regarderai ça après avoir analysé beaucoup de films là, par la suite là, au podcast. Probablement que j'aurais eu mes doutes assez tôt dans le film parce que on n'a personne d'autre là, qui peut être la tête de l'autre bord. Fait que ça doit être quelqu'un qu'on connaît. Ça m'aurait surpris que tout d'un coup on aurait quelqu'un d'autre là, qu'on connaît pas du tout qui apparaît à la toute fin, mais avec le côté assez froid là, de Angela Bassett, je pense que aussi on peut avoir des doutes que peut-être qu'elle c'est peut-être la tête de les apôtres, que John Lark, ça peut être peut-être une femme et non un homme. Ça serait dans le royaume de la possibilité. Puis même là, j'enlève pas ça de l'équation que peut-être qu'elle fait partie des apôtres. Parce que, une fois qu'on démasque Walker, il y a des agents quand même là, qui vont descendre là, pour essayer là, de récupérer Solomon Lane. Puis on va comprendre que finalement c'était des apôtres, c'était pas des gens là, qui travaillaient là, pour Sloan, c'était des gens qui travaillaient pour Walker. Puis quand Walker, comme j'ai dit tantôt, quand il va arriver puis il va dire go, c'est là où que les apôtres vont se mettre à tirer là, sur les agents, je pense que c'est du FBI dans le fond, ou la CIA qui vont tuer, dans le fond il va y avoir une grosse fusillade, mais honnêtement j'enlève pas ça de l'équation. À la fin du film elle a l'air toute bien gentille puis elle a l'air embarquée sur le côté à Ethan, mais j'ai aucune idée si ça revient là, dans les prochains films, mais honnêtement j'ai vraiment un doute quand même là, que si elle revient dans les prochains films, je serais pas trop sûr là, d'y faire confiance, honnêtement. Là, moi, elle m'a pas gagné. Fait qu'on va avoir quand même un petit moment qu'on va prendre pour tuer Hunley. C'est un peu gratuit. Qu'on va tuer Hunley parce que dans le fond on l'avait montré en début de film là, qu'il était super bon, vraiment l'antithèse là, de qu'est-ce qu'il était la semaine passée. Là il est super du bon côté de la justice et du bon côté avec Ethan Hunt, puis c'est ça, dans le fond Walker va le poignarder pour le tuer. Je me dis quelque part, je comprends que William Brandt, joué par Jeremy Renner, d'après ce que je peux lire, c'est qu'il allait être tué au début, mais il me semble que ça aurait été peut-être le meilleur endroit pour le tuer à ce moment-là. J'aurais senti quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on filme en tant que tel. Là, on essaie de mettre super de l'émotion envers Alec Baldwin et sa mort dans le film, que dans le fond que j'aurais plus ressenti si c'était William Brandt qui se faisait tuer au lieu là, du personnage de Hunley. Honnêtement, on étire ça avec Hunley, puis que je me dis, c'est bien triste, mais je veux dire, on l'a pas assez vu du bon côté. Dans le fond, on l'a juste vraiment trop transformé dans le film aujourd'hui, que j'ai pas vraiment nécessairement d'attachement là, au personnage Hunley. C'est plate, là. Je veux dire, je souhaite la mort à personne, mais je veux dire, on dramatise la chose. Là, encore une fois, là, c'est là le dernier go en tant que tel. Là, c'est ça qu'il arrête pas de dire à Ethan. Il arrête pas de dire go, va-t'en, va courir après Walker. Que Walker il est parti à peu près 2 minutes avant, je veux dire en marchant, et que Tom va devoir courir vraiment là, à une vitesse fulgurante pour le rattraper. Là. Ça marchera pas tout à fait là, en tant que tel. Là. En tout cas, moi je comprends pas pourquoi que Walker va si vite que ça. En tant que tel, Walker il marche, mais en même temps, peut-être que c'est un autre pouvoir que garder le Superman puis qui est allé super vite, là, mais on le voit bien toujours en train de marcher là, au travers là, de toutes les choses que Tom Cruise va devoir sauter, puis tout ça, il va monter dans des bâtisses, puis sauter de bâtisse à bâtisse pour se rendre à Walker. Mais c'est ça, juste pour terminer sur Hunley, ça a l'air que Alec Baldwin, c'est ça qu'il voulait à quelque part, et il avait dans son contrat là, qu'il voulait mourir, dans le fond, il voulait mourir pour essayer de sauver la vie à Ethan Hunt, tout ça, en reprenant son rôle aujourd'hui. Sinon, j'imagine qu'il était peut-être pas intéressé. C'était peut-être un côté là, juste un peu pour être sûr qu'il soit pas rappelé par la suite, mais en même temps pour avoir un côté héroïque de son personnage.
Fait que Tom va se mettre à courir après Henry Cavill, puis là, dans le fond, il va avoir des apôtres qui vont essayer de l'intercepter, puis en tout cas, il va y avoir plusieurs scènes un peu partout. Ça va être la première fois qu'on va savoir en tant que tel que Tom Cruise va se blesser, puis que dans le fond, on va avoir mettre là, la production en arrêt là, pour 9 semaines. Après 7 semaines, ça a l'air que Tom Cruise est revenu là, sur le plateau, mais il y a une scène qu'on le voit dans le fond que Tom Cruise va sauter d'un édifice à un autre, puis en atterrissant, ben il va se cogner le pied, puis il va se casser le pied carrément. Fait que tout ce qu'il va faire par la suite, ben ça va être de courir sans le pied, sans avoir le pied correct. Il y avait des parties au début du film aussi qu'il y avait le pied brisé à quelque part, puis c'était un peu tout dans le film là. C'est une casquette qui avait été faite quand même assez tôt là, dans le film, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont filmées, puis qu'il y a juste comme genre quelque chose là, pour cacher son pied, puis qu'on suppose que le pied est correct là, mais tu sais, on n'a jamais le pied qui est filmé là, en grand, fait qu'on le voit pas, mais il y a beaucoup de scènes là, qui sont faites avec son pied là, qui est pas correct en tant que tel. Je pense que même les sauts qu'on voit au début du film, quand il a fait là, ces centaines de sauts, à 25 000 pieds, je pense qu'il y avait son pied brisé là, puis en tout cas, c'est un peu partout. Puis je pouvais lire aussi que la production, là, une fois qu'elle a été arrêtée, ça a dû coûter à la production, ça leur a coûté 80 millions de dollars pour garder toute l'équipe, pour pas qu'il se trouve d'autres travail. Ça a été repayé là, par les assurances, mais ça me fait penser pourquoi aussi, des fois on arrive, puis il y a quelque chose là, qui s'est baladé sur l'internet, là, que Tom Cruise, là, quand je pense que c'était pendant la COVID, qu'il s'était fâché là, contre des gens là, qui portaient pas de masque, ou que je sais pas trop quoi, là, il rentrait là, dans les 2 mètres du monde, puis que dans le fond on voyait ça sur l'internet, puis on se dit que Tom Cruise, dans le fond c'est un crinqué, puis que dans le fond il va porter les affaires trop tard, mais ça a quand même coûté 80 millions de dollars pour retenir la production là, pendant 9 semaines. Fait que c'est quelque chose que je pense qu'il veut pas qu'il arrive encore au prix que ça a coûté. Puis moi, je le comprends. Même si les assurances qui ont payé, on s'entend que leur prime d'assurance a augmenté. Fait que, je veux dire, honnêtement, là, je suis d'avis avec M. Cruise. Après avoir lu ça, là, je comprends très bien. C'est pas que j'étais contre de son idée, mais que j'ai lu ça, qu'est-ce que la production a dû faire, je veux dire, je suis capable de comprendre son point de vue, que ça coûte des sous de garder le monde par la suite. C'était pendant la COVID que, dans le fond, ils doivent perdre du monde, puis après ça se repend partout, puis en tout cas, qu'est-ce qui devait arriver? S'ils doivent fermer là, des sections parce que, mettons, tous les gens là, qui sont sur telle affaire doivent pas être là parce qu'ils sont à la maison malades de la COVID, que dans le fond ils doivent retenir un peu peut-être une semaine de travail, des affaires de même, que ça va coûter une couple de millions. C'est quasiment 10 millions par semaine, là, on s'entend, fait que c'est quand même de l'argent. Fait que, honnêtement, ça m'a fait donner un optique différent là, de la situation quand il y a quelque chose là, qui est retardé là, sur un tournage. Alors, Tom va rattraper Walker. Dans le fond, il va se tenir en dessous là, d'un ascenseur. Puis, on va... je sais pas si on va vraiment penser que Lark, dans le fond, il s'en rend pas compte. Je pense que c'est un petit peu l'idée normalement, on penserait là, qui va pas être conscient là, que Tom est accroché en dessous. Mais dans le fond, quand on voit Walker, dans le fond, il est en train de regarder Tom qui est suspendu en dessous de l'ascenseur. Puis c'est là que dans le fond, il va faire la révélation que il va aller trouver Julia, que Julia, il sait c'est qui. Puis que si dans le fond, là, Ethan essaie là, de faire quelque chose de plus, que ça peut mettre la vie à Julia en danger. Bien sûr, agent secret accroché à un ascenseur, quelques années avant, on avait eu Skyfall où James Bond faisait la même affaire, mais que James Bond avait de la misère à rester accroché pendant plusieurs minutes. Ethan Hunt, il n'y a pas de problème, lui il reste accroché, puis il n'y a pas de la misère avec ça.
C'est sûr que c'est pas la même distance que James Bond, mais en tout cas, je sais pas si on voulait faire un comparatif avec ça, mais c'est juste un peu la même situation. Alors Walker va se sauver. Il va retourner là, avec son équipe. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, Isla va se ramasser avec eux autres. Dans le fond, là, ils vont tout en faire équipe. Il va y avoir une discussion entre Luther et Isla où ce que dans le fond, Luther va parler là, de deux femmes qui étaient importantes là, pour la vie là, de Ethan depuis qu'il le connaît. Je sais pas si ça l'inclut. Tu sais, dans le fond, est-ce qu'on garde ça? Je pense qu'on veut dire Julia et Isla. Ilsa plutôt. Je pense que j'ai dit Isla depuis le début. Là. C'est Ilsa. Là. Je sais pas pourquoi. Mais ça a l'air que Naya de Mission Impossible 2, ça a l'air qu'elle n'a pas valu grand-chose là, pour Ethan. Mais je comprends pourquoi que je pense qu'on fait pas référence à Naya. Mais à moins qu'on parlait de Julia et de Naya, puis qu'elle, ça serait la troisième, ça se peut aussi. Mais j'aurais trouvé ça le fun, comme j'ai dit là, les dernières fois, qu'on fait aucune référence à Mission Impossible 2, mais je trouve que ça aurait été le fun d'avoir quand même juste un genre de clin d'œil pour dire que ce film-là a existé, même si c'est comme l'enfant bâtard à quelque part, qu'on veut pas parler, qu'on veut comme en guillemets peut-être oublier parce que c'est vu comme le moins bon de la série. Il a existé pareil, puis comme je l'ai dit, c'est pas que je l'endossais pleinement, mais que je trouve qu'on pourrait au moins admettre qu'il existait, puis qu'il s'est passé quelque chose quand même dans ce film-là. Fait qu'on se ramasse à Cachemire, c'est pas en Inde, c'est pas au Pakistan, c'est pas en Chine, c'est comme je comprends pas trop exactement. Même dans le commentaire audio, M. McQuarrie, là, il est pas trop sûr exactement. Là, je pense qu'ils disent que ça appartient à l'Inde, mais c'est pas à l'Inde. Dans le fond, ils s'excusent bien gros là, sur le commentaire. Je pense que dans le fond, ça appartient là, ou c'est sous la gouvernance là, de les trois pays alentours, mais dans le fond, c'est indépendant. Là. En tout cas, j'ai pas trop compris. J'essaie de lire un peu là-dessus, là, mais je peux juste comprendre ça à quelque part. Là, c'est juste sous la gouvernance là, de le Pakistan et l'Inde. Puis dans le fond, là, je pense qu'il y a des guerres civiles là-dedans là, à cet endroit-là. Mais c'est ça, fait qu'il se ramasse là. Puis c'est là qu'on a la rencontre encore là, de Julia. Dans le fond, c'est à le même endroit. Que tu sais ce qu'on a pu savoir là, quand on écoutait là, un petit peu là, vraiment là, qu'est-ce qui se disait là, que dans le fond les apôtres avaient créé là, depuis là, le dernier film, qu'il avait créé là, une des maladies là, de la variole, puis dans le fond c'est un peu connecté à ça. Puis là, c'est ça. À cet endroit-là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire sauter là, les bombes, que finalement, ça va empoisonner l'eau, les bombes de plutonium là, qui courent depuis le début du film. Puis dans le fond, là, ça va toucher l'Inde, puis le Pakistan, puis la Chine, puis dans le fond, ça va faire des gros troubles. Puis bien sûr, c'est ça où que, dans le fond, Julia, elle est là. Elle est remariée là, avec le personnage là, de Eric, qui est joué par Wes Bentley. En tant que tel, là, c'est juste un acteur là, que quand je le vois, je me dis c'est le gars là, de American Beauty, film là, de Ryan Johnson, si je me rappelle bien. Mais c'est ça, cet acteur-là, en lisant juste sur lui, là, pourquoi que dans le fond, il n'y a pas eu de carrière là, dans le fond, ça a l'air que cet acteur-là est tombé là, dans des problèmes là, de substances illicites, et en quelque part, il y a eu une remontée, tout ça. En tout cas, tout ça à partir là, d'American Beauty. Dans le fond, le rôle qui est peut-être le plus connu, c'est dans le fond, là, ça a été pas mal là, un début là, des troubles pour lui, puis c'est ça, dans le fond, je trouve juste qu'il a comme le même visage, un peu comme Tom Cruise, juste qu'il est comme tout le temps pareil, il va juste se vieillir un peu. Mais que honnêtement, quand je vois cet acteur-là, je trouve qu'il y a vraiment de l'air là, de qu'est-ce qu'il y avait de l'air là, dans le film d'American Beauty. C'est sûr que ça nous fait peut-être 25 ans que j'ai pas vu le film là, de American Beauty, mais il y a genre le même visage. Juste avec un petit peu plus là, de peut-être un peu de poil facial là, je veux dire, il y a une barbe là, mais c'est tout là. En même temps, j'ai pas vu ce film là depuis tellement longtemps là, fait que, en tout cas. Mais c'est ça pour dire que Julia s'est remariée. Il avait parlé de peut-être avoir un enfant ensemble, que dans le fond il avait commencé une séance
séance de casting pour avoir un bébé, puis finalement, ben, ils ont aboli l'idée. Je pense que ça aurait été quasiment une bonne idée aussi pour quand même trancher, puis montrer qu'elle avait fait son chemin avec le personnage là, de Eric. Puis que, tu sais, dans le fond, que même, tu sais, si, mettons, elle revoit Tom, puis que, dans le fond, elle a encore quelque chose pour lui, que, tu sais, dans le fond, elle est quand même bien contente. Tu sais, elle va devoir y dire aussi plus loin, là, à Ethan, là, qu'en bout de ligne, là, ben, qu'elle est contente dans son côté, là, justement, à cause qu'au moins, elle sait que Ethan est là pour garder la Terre, que c'est dans le fond que la Terre est en sécurité parce qu'il est là, ils n'ont plus besoin de Superman carrément. Là. En tout cas, c'est poussé un peu, là, en bout de ligne, là, c'est comme si mettons on a des extraterrestres qui arrivent on a Independence Day, là, ben la manière qu'on parle dans le film aujourd'hui, ben on aurait juste besoin de Tom Cruise pour vraiment là, tout nous sauver au complet. Là. Je veux dire, c'était un petit peu trop, là. Mais en tout cas, on faut prendre ça comme que c'est. C'est le Tom Cruise Show. C'est un film qui est basé sur ce personnage-là. Puis c'est correct en tant que tel. Là, je le prends pas contre le film, mais quand je me mets à garder un peu, si mettons on met ça dans un contexte de réalité, ben ça fait dur un peu. Fait que notre équipe de l'IMF, eux autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'IMF avec Ilsa, c'est de trouver les 2 bombes de plutonium. Puis ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que dans le fond, ils doivent amorcer les bombes. Puis les 2 bombes sont connectées ensemble. Fait que si, mettons, il y a une des 2 bombes qui est déconnectée, pas en même temps que l'autre, ben dans le fond, l'autre, elle va sauter. Dans le fond, ils sont connectés ensemble, mais en même temps, il faut qu'ils ferment avec le détonateur. Fait que, dans le fond, ça donne quelque chose à tout le monde de quoi à faire. Puis, dans le fond, c'est aussi pour rajouter du suspense. Dans le fond, il faut qu'ils attendent que la bombe soit activée. Éventuellement, ben, Lane et Walker vont se séparer. Je trouve ça quand même assez drôle que Lane, lui, va arriver, va dire ben, c'est la fin de la route pour lui, parce que là, en bout de ligne, je pense qu'il pense que son travail est accompli. Il est épuisé un peu de la chose, peut-être aussi. Là, il a changé beaucoup de look. Lane aujourd'hui, là, toujours joué par Sean Harris. Puis, honnêtement, là, j'adore encore là, son côté vilain. Ça a l'air qu'il voulait pas. Il aurait aimé ça que son personnage meure la dernière fois, puis finalement, ben, on a réécrit son personnage pour qu'il survive au film là, du 5e Mission Impossible. Puis dans le fond, ben, dans le fond, il savait tout de suite que probablement qu'il allait le faire sortir dans le film aujourd'hui. Puis c'était pas quelque chose que l'acteur il dit qu'il aimerait faire, parce que lui aime mieux faire des films indépendants, mais tu sais, quand le monde dit ça, puis il accepte de jouer dans un film, tu sais, à quelque part, c'est-tu vraiment véridique, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, tu sais, je veux dire, à quelque part, une fois qu'ils ont une pile de cash à la table, peut-être que c'est plus facile de dire oui, mais, tu sais, je veux dire, tu vas pas à la rencontre d'un scénario quand tu sais que c'est le genre de film que tu veux pas aller. Fait que Walker va armer là, les bombes. On va avoir 15 minutes qui va s'avérer être dans la réalité, va être 20 minutes. Tu sais, dans le fond, tout ce qui se passe, juste le voir, là, honnêtement, dans la réalité, là, je pense qu'il faudrait donner au moins une demi-heure. Tu sais, c'est juste pour être réel. Juste le temps que Tom se rende à l'hélicoptère dans la réalité, ça prend au moins 5 minutes le temps qu'il descende la butte, qu'il réussisse à s'attraper, s'agripper à l'hélicoptère, le temps qu'il monte dans l'hélicoptère. Tu sais, c'est comme juste ça, là, c'est 10-15 minutes. C'est comme pas très très réel quand tu donnes juste un 15 minutes. Je comprends que tu veux mettre un suspense pour le temps. Mais tu sais, déjà là, dans l'action qu'il nous montre, il nous montre déjà 20 minutes d'action. Puis, c'est impossible que ça se passe tout en dedans de 15 minutes. Tu sais, pourquoi pas avoir mis un compte à rebours d'1 heure, tout simplement. Là, tu sais, je comprends que dans un film, ça passe plus vite, mais tu sais, au pire, donner une demi-heure. Tu sais, juste aux 20 minutes, même le vrai 20 minutes, que ça soit réel. Ça, je pense qu'il aurait pu faire ça. Ils l'ont pas fait, mais ça, tu sais, le faire en temps réel, ça aurait été peut-être un petit peu plus crédible, mais il se passe tellement d'affaires que
c'est pas. Ils me le vendent pas qu'ils vendent ça en 15 minutes. Là, dans le fond, on a Luther que lui, il va être en train là, d'essayer de désamorcer une bombe. On va essayer de trouver quand même à Julia de faire quelque chose, où ce que dans le fond, elle va être avec Luther pour l'aider à désamorcer la bombe. Et Ilsa et Benji, eux autres, vont essayer de trouver l'autre bombe. Puis dans le fond, là, ben, essayer là, de se coordonner en même temps là, pour de désarmer là, les deux bombes. Sauf que Ilsa et Benji vont tomber là, face à face avec Lane. Puis c'est ça, quelque part, ben, j'aime beaucoup que Lane, c'est pas le même que dans le dernier film. Ben, c'est le même acteur, mais il agit pas pareil à quelque part. Il est capable de les ramasser. Il y a beaucoup d'attaques. J'aime quand même beaucoup la confrontation qu'ils font là, dans la cabine. Où ce qu'on a Benji qui est un bout, là, il est attaché, dans le fond, il est pendu. C'est Ilsa qui le trouve en premier, puis dans le fond, c'est elle qui est attachée, puis à une chaise. Ça a l'air qu'elle était enceinte pendant ce temps-là. Je peux probablement pas vraiment croire là, toute la production, qu'est-ce qu'on dit pendant le commentaire, qu'elle a tout fait, là, ces scènes-là. Honnêtement, je pense que celle-là qui saute avec la chaise, là, puis pour péter la chaise, honnêtement, je pense pas que c'est Rebecca Ferguson. Je pense pas qu'avec un ventre de 7 mois, je pense pas qu'elle aurait fait ça. Mais du coup, c'est ce qu'ils nous disent là, dans le commentaire. Mais honnêtement, il y a peut-être des séquences là-dedans qu'elle fait. C'est des plans du visage, des affaires de même, là, mais je pense pas qu'elle fait tout là-dedans. Là. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées avec les cheveux au visage, des affaires de même. Là. Mais quand même, dans la globalité, je m'en rends compte de rien. Mais tout le monde est là en train de faire là, le mieux qu'ils peuvent. Puis la confrontation entre Lane et Ilsa, dans le fond, là, lui, il est capable de se battre, là, quelque chose qu'on n'avait pas pu voir là, dans le dernier film. En se disant que c'est vraiment la tête du syndicat, ben, il est quand même capable de se défendre aussi. Il est capable d'envoyer là, de ses henchmen, mais il est capable de se battre, puis c'est quelque chose que je trouve le fun. C'est pas juste quelqu'un là, qui est cérébral, il est capable de faire quelque chose. Puis, il y a de la technique, là, c'est pas un 2 de pique. Ça, ben, finalement, ben, elle réussit là, à l'arrêter. Elle le tue pas encore, ils font juste l'arrêter. Je sais pas s'il voulait passer un point pareil que en bout de ligne, elle va pas compromettre d'arrêter Lane pour essayer de sauver Benji. Benji, lui, est pendu, puis dans le fond, elle n'est pas capable d'essayer de lui donner quelque chose pour qu'il puisse se déprendre, mais est en train là, d'essayer de faire une genre de prise du sommeil là, pour Solomon Lane, puis dans le fond, elle va pas le lâcher tant qu'il n'est pas arrêté. Puis c'est ça, à partir de là, ben, une fois qu'il s'est comme évanoui, ben, c'est là qu'elle va aller aider Benji. Tandis que si maintenant ça avait été Ethan, je pense que Ethan aurait aidé Benji, puis après ça, il aurait subi les conséquences là, de ne pas avoir arrêté Solomon Lane. Mais en tout cas, c'est juste deux perspectives, mais c'est ça. À quelque part, je pense que ils veulent quand même montrer une différence, puis que elle n'est pas blanche comme neige partout, que dans le fond, elle aussi, elle a le côté là, où elle a le sens du devoir avant le côté là, amitié. Là. Mais du côté Ethan, lui, ben c'est ça, il est en train là, de monter sur un hélicoptère. Ça a l'air qu'il a appris à conduire un hélicoptère. Puis ça a l'air qu'ils font quand même là, les séquences pour de vrai. Là, il va poursuivre l'autre hélicoptère. Henry Cavill aussi, il va être sur le côté là, de l'hélicoptère, l'autre, dans le fond. Là. Puis je comprends, quelque part, ils veulent pas avoir deux, en guillemets, amateurs en train de conduire deux hélicoptères, qui est probablement un autre chauffeur d'hélicoptère plus qualifié pour pouvoir seconder l'autre hélicoptère dans les airs. J'aime quand même le fait là, où Walker là, il fait comme cette année, une fois qu'il se rend compte là, que Ethan est dans l'autre hélicoptère puis qu'il essaie là, de les arrêter, ben que finalement il se dit bon ben là je suis tanné, puis il sort le gros canon là, pour essayer là, de descendre l'hélicoptère à Ethan. Fait que juste le look qu'il fait,
Je veux dire, j'aime beaucoup là, le côté là, à Henry Cavill là-dedans. Éventuellement, ben, ils vont s'accrocher, puis que finalement, ils vont s'écraser. Dans le fond, ce que Ethan, faut qu'il aille chercher, comme j'ai dit plus tôt, il faut qu'il aille chercher le détonateur, puis il va se ramasser sur le bord d'une falaise, puis dans le fond, l'hélicoptère va crasher dans l'autre, puis finalement, ben, l'hélicoptère va tomber plus bas. Dans le fond, on va avoir toutes sortes là, de scénarios là, pour les deux personnages avant qu'ils se ramassent finalement là, à se battre à main nue, là, les deux, un contre l'autre. Là-dedans, on va s'arranger pour que Henry Cavill se fasse défigurer. Là, il va recevoir comme de l'huile chaude au visage là, pour y brûler là, la moitié du visage pour faire comme genre un méchant de James Bond. Là, honnêtement, là, j'arrête pas de rapporter à James Bond, mais c'est toutes des choses qu'on voit souvent là, dans les films de James Bond, le méchant défiguré, puis on a apporté ça là, à M. Cavill, que dans le fond, le salaire qui était bien partant là, à se faire défigurer pour le film. Fait que, tu sais, éventuellement, là, la plupart des places, ils ont aussi à filmer des choses, mais c'est sûr que ça se finit dans un studio, là, tu sais. Puis, tu sais, on voit les roches à terre, là, ça a l'air que, tu sais, ils ont tout recréé ça en studio, là, pour essayer que ça matche avec les falaises. Tu sais, ils disent même dans le commentaire là, qu'ils ont fini de filmer, là, puis à cause du retard de Tom Cruise, dans le fond, ils n'ont jamais repoussé la date de sortie du film. Fait que une fois qu'ils ont fini de filmer là, dans les montagnes, ben ils ont laissé tout l'équipement là, puis sont venus rechercher tout l'équipement là, plusieurs mois plus tard là, à cause de tout ça, à cause que dans le fond ils devaient finir de filmer là, à un certain temps là, genre à minuit il fallait qu'ils arrêtent de filmer, sinon ben, ça leur aurait coûté là, plusieurs milliers de dollars là, de continuer pour une journée. C'est peut-être à garder ça quand même là, que c'est toujours de l'argent dans le fond là, c'est des décisions qu'ils doivent prendre plus rapidement pour des côtés là, monétaires, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que comme je parlais tantôt, ben ça finit assez rapide là, pour Monsieur Cavill. Éventuellement, il se ramasse tous les combats là, à main nue, là, il se ramasse où ce que on a Ethan et Walker qui sont agrippés à une corde ou à une chaîne. Puis finalement, ben c'est la chaîne là, où ce qu'elle a un crochet dessus que finalement ben elle va ramasser Monsieur Walker là, par le visage, puis finalement ben, il va tomber à sa mort. S'il n'était pas déjà mort avec le crochet au visage, je veux dire, on voulait juste être sûr de montrer qu'il était mort en tout cas mort pénible. Puis la manière qu'on fait que pour faire la révélation qu'ils ont réussi à fermer tout à temps, je trouve ça quand même un peu plus mélanger les choses un peu, puis c'est correct à quelque part, on voit que toutes les deux autres équipes là, de Ilsa et Luther, eux autres, ils sont sur le point là, de couper là, leur câble en même temps, puis on sait pas si Ethan va se rendre au détonateur. Puis, dans le fond, qu'on pense que la bombe a comme peut-être sauté, mais finalement, ben, que c'est le soleil qui est en train là, de nous éblouir et non une bombe nucléaire. Dans le fond, on savait que la bombe n'allait pas sauter, mais c'est juste la manière, la mise en scène encore que je suis fan à quelque part, là, ça fait au moins 3 fois. Celle-là, je veux dire, je savais bien que la bombe n'avait pas sauté, mais juste des petites idées là, qu'on a essayé de porter là, pour une situation qui, comme celle-là, n'est pas vraiment un revirement, mais pour la globalité, là, je veux dire, les mises en scène là, qu'on essaie de nous apporter des idées, puis que peut-être pour un certain 2 secondes, on peut se dire, est-ce que la bombe a sauté? Puis finalement, pour se rendre compte là, que c'est juste le soleil qu'on a au visage, ben, je trouve que c'est une belle mise en scène, puis c'est bien fait. Fait que scène qu'on voulait pas mettre au départ, on n'avait pas dans le scénario, mais qui ont décidé de rajouter, que finalement, ben, on a Tom Cruise qui a une discussion avec Julia pour, dans le fond, pour pas mal finir un peu, là, je pense, leur relation. Je crois pas que Michel Monaghan va revenir là, dans les prochains films. Encore là, je peux me tromper. Peut-être qu'il est là dans le générique. Peut-être qu'on l'a vu là, dans la première bande-annonce. C'est possible, mais moi, je ne l'ai pas vu.
Fait que, tu sais, je pense qu'on voulait fermer l'histoire, comme j'ai dit un peu plus tôt là, dans le podcast. Je pense qu'on veut ouvrir la porte, là, avoir une relation plus entre Ethan et Ilsa pour les deux prochains films. En tout cas, il se passera ce qui se passera là, dans les prochains films. Mais c'est correct qu'on finisse ça là. Madame Monahan, elle travaille encore aussi. Là, c'est pas parce qu'elle travaille pas et qu'elle est à retraite et qu'on est allé la sortir là, de quelque part pour la ramener au travail. C'est juste que je pense que son personnage a dit qu'est-ce qu'il avait à dire pour la franchise de Mission Impossible. Puis c'est ça. Fait que le personnage de Lane, lui, il va avoir été remis là, au MI6, le gouvernement anglais, dans le fond. Puis dans le fond, ben c'est ça, on sait que dans le fond, on va l'avoir donné à la veuve Blanche, que ce qu'on peut comprendre, c'est que dans le fond, elle était comme en train était sous-contractante par la CIA. Dans le fond, elle n'était pas carrément là, vraiment juste indépendante. Elle travaillait pour la CIA aussi. Fait que, tu sais, c'est probablement passé quelque chose avec Max, puis qu'elle a porté sa fille avec, pour travailler pour la CIA par la suite. En tout cas, il va peut-être avoir une suite de ça dans ces idées-là dans le prochain film, que Max qui a travaillé là, comme indépendante dans le premier film, elle s'est fait pogner à la toute fin. Puis on a quand même Henry Zersney, le personnage de Kittredge dans le premier film, là, qui revient dans le prochain film. Fait qu'il y a probablement tout un lien avec ça. Je sais pas si ça a un lien avec le syndicat, mais en tout cas, on va le laisser là, le personnage de Lane être remis au service secret britannique par le personnage là, joué par Vanessa Kirby. Fait que ça va être quelque chose là, à essayer de comprendre peut-être par la suite. Mais est-ce que c'est vraiment ça aussi? Est-ce que ça va être un peu réécrit là, pour le prochain film? On verra bien la prochaine fois. Alors, en conclusion, c'est un film qui est quand même assez long. C'est le plus long là, des Missions Impossibles. Là. Il dure quasiment 2h30. Il y a quelques petits détails pendant le film là, que je me suis dit là, c'est peut-être trop, là, comme quand on met l'emphase sur les policiers puis d'essayer là, de ne pas les tuer tout ça. Mais honnêtement, là, ça tient aucun poids là, sur le film, contre le film. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le meilleur film de Mission Impossible. Je pense que je le dis à chaque semaine, c'est je ravale mes mots sur chaque film. Puis honnêtement, je pense qu'à partir là, du 4e film, on a un film très solide. Puis après ça, ben, le 5e, on construit là-dessus, on fait un film encore plus solide. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a enlevé un petit peu plus de grandiose qu'on avait dans les 2 derniers films. Là, les grosses cascades, oui, on a Tom Cruise là, qui a sauté là, des centaines de fois là, d'un avion. OK, c'est beau, mais je veux dire, des sautages en parachute, on voit ça. Moi, j'ai jamais sauté en parachute, mais c'est quelque chose là, qui se fait là, dans le commun des mortels. Puis je pense que le fait qu'on s'est moins concentré pour les grosses cascades, puis d'essayer là, de faire comme tout le temps les promotions, c'est sûr que le fait que Tom se casse la cheville là, dans une des cascades ratées, ben qu'ils ont gardé à l'écran quand même là, mais le fait que ça fait de la promotion, puis c'est correct à quelque part, mais le fait là, de la grosse fin, tout ça, oui, il y a eu une grosse fin avec les hélicoptères, mais la dernière fois, on avait comme le gros bassin d'eau, puis des affaires de même, on essayait de faire une grosse infiltration, tout ça. Ça, c'est un peu remplacé, dans le fond, par la séquence là, d'aller chercher Solomon Lane, mais le fait qu'on a essayé de pas trop jouer avec les éléments établis, là, d'aller jouer avec les marques de commerce, qu'on s'est plus concentré, je pense, pour essayer de faire un bon film, puis qu'on a une histoire qui est quand même dans 90% cohérente. Ben je pense que ça paraît beaucoup que on a essayé de faire quelque chose, là, de se libérer un peu, là, de tout le temps essayer là, de faire la grosse infiltration, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Puis juste vraiment essayer de faire un scénario, puis avec des revirements, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu
depuis peut-être le deuxième film, là, avec quelques éléments là, de revirement là, avec les masques, d'apporter ça, côté intelligent, puis d'essayer de jouer avec notre tête là, pendant le film. Je pense que on fait comme un peu le meilleur des deux mondes. On rajoute là, des séquences quand même. Je veux dire, je suis pas en train là, de dire qu'on n'a pas de séquences spectaculaires dans le film aujourd'hui. Là. Mais sont autant impressionnantes là, que dans le dernier film. Mais on a un film là, qui se tient bien. Du début à la fin, puis le fait qu'on ramène un peu, puis qu'on est en train de fermer tout comme les 6 premiers films, tout ensemble, elle rajoute un plus au film aujourd'hui. Fait que, je me sens à l'aise pour dire que c'est un brin là, meilleur que la semaine passée. Là. C'est pas grandiosement plus que la semaine passée. Là. On a le 4, le 5, le 6, ils sont comme meilleurs là, d'un cheveu. Puis le premier film, honnêtement, là, le 1. Ça reste quand même un des films que j'aime bien écouter, juste par son côté différent, là, qu'il est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a vu par la suite. Le 2, 3, c'est quelque chose là, qui est optionnel. Mais 1, 4, 5, 6, c'est vraiment là, des films là, qui sont top-notch. Pour la franchise de Mission Impossible pour l'instant. Est-ce que le prochain film va être capable de tenir tête à tous ces films-là? Je l'espère bien. Par contre, ce que je trouve plate un peu en rentrant là, pour le film là, de Mission Impossible 7, c'est que c'est vraiment comme encore la même production, toute l'équipe qu'on a eue la semaine passée, qui est encore la même équipe aujourd'hui, puis que la semaine prochaine, au prochain podcast, ça va être encore Christopher McQuarrie, le réalisateur, puis le 8 aussi. Puis tu sais, pas mal tous les mêmes personnages. Ce que sache, Rebecca Ferguson revient, Luther revient, Ving Rhames, Simon Pegg revient. Fait que tu sais, c'est comme un peu le même monde. Fait que tu sais, honnêtement, je sais pas s'il y en a d'autres à part ceux-là que j'ai mentionnés aujourd'hui. Puis tu sais, même ça va sonner un peu pareil parce qu'on va avoir encore Lorne Balfe à la musique. Tu sais, c'est juste que j'espère juste avoir quelque chose de différent. Monsieur McQuarrie aujourd'hui a quand même fait un film qui peut se démarquer du film la semaine passée par le côté où ce que le ton est beaucoup plus sombre, mais tu sais, dans le fond, c'est pour mieux apporter le fait que c'est pas si sombre que ça. C'est toujours en contrôle là, par Ethan, mais tu peux juste faire ça un certain nombre de fois. T'sais, ils l'ont fait pour le film d'aujourd'hui, mais j'espère que le prochain film sera pas fait de ça. Que dans le fond, on pense que on est sur le bord du chaos, puis que finalement, Ethan, dans le fond, il y a la situation en contrôle. J'aimerais ça avoir une saveur différente au prochain film. Puis c'est ça qui me fait peur, de revoir un peu la saveur qu'on a eue les 2 dernières semaines, qui est pas une mauvaise chose, mais au moins avoir une saveur différente, c'est ce que j'aimerais. C'est quelque chose que je vois un petit peu mal arriver là. Un peu comme qu'est-ce que je dis là, quand des fois je parle des films de Marvel que j'ai pas couvert là, mais c'est ça un peu là, le problème que j'ai quand j'écoute un film de Marvel, même si c'est pas les mêmes réalisateurs, mais c'est comme un peu tout le temps la même saveur. Que, tu sais, c'est bon, mais, tu sais, c'est comme. Ça goûte juste bon, mais, tu sais, il manque un peu l'exceptionnel ou d'avoir un peu des choses différentes. Contrairement à quand on écoute un peu les films de DC, des fois c'est mauvais, mais on a quelque chose de différent. Puis que, tu sais, on peut réagir. Donc, il est un peu trop tôt pour savoir si, mettons, on va avoir la fin ou la mort là, de Ethan Hunt dans le 8e film. Honnêtement, je pense pas qu'on va s'en aller là, avec un doublon d'histoire, là, le Dead Reckoning Part 1 et Part 2. Qu'on s'en va vers sa mort, mais je pense qu'on s'en va vers sa... probablement, au moins là, avec la fin du syndicat. Puis peut-être un peu la retraite de Tom Cruise. À ce jour, Tom Cruise a 60 ans. Luther, Ving Rhames a 64 ans. Fait que les autres, ils s'en viennent quand même assez âgés. Mais je vois quand même que Tom Cruise pourrait arriver puis peut-être encore quelques années faire une autre Mission Impossible, peut-être à un autre degré, mais je vois mal un peu Tom Cruise lui-même essayer de donner les rênes à quelqu'un d'autre. Je pense peut-être qu'on va essayer là, de faire un autre personnage qui va remplacer Ethan Hunt pour peut-être un 9e film, mais je vois mal la franchise
finir sur la mort d'Ethan Hunt. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir voir peut-être là, dans le 8e film. Que dans le fond on connaît rien là, de ce film-là. Là, on se concentre sur le film là, du 7e là, qui va sortir cet été. Sinon, ben j'espère que le film finit pas genre carrément là, au milieu de n'importe quoi. Le film d'aujourd'hui est quand même une continuité du film la semaine passée, puis se ferme tout seul, là, quand même, il y a comme une finalité, on sent pas qu'on doit avoir un film la semaine prochaine pour continuer directement. Puis j'espère que ça va être comme ça. J'espère pas finir vraiment là, sur un cliffhanger to be continued, même si ça va être partie 1, partie 2. Il faut qu'il y ait quelque chose là, pour relier les deux, puis que ce soit la même histoire. Mais on est capable de contenir une histoire dans un film, puis avoir une autre histoire dans un autre film. Là, je pense qu'on veut mettre vraiment là, l'emphase que c'est une grosse histoire. Ce que je trouve plate un peu, à quelque part, on aurait peut-être juste dû faire 2 films avec 2 noms différents, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Au moins, ça sort 2 années consécutives, puis on devrait avoir la finale là, en 2024. Donc, j'ai bien hâte de voir ça cet été, puis probablement que William là, va m'accompagner là, pour le podcast là, sur le prochain film là, de Mission Impossible. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là, on a fait les 6 films de Mission Impossible. La semaine prochaine, on va changer là, notre complet là, d'agents secrets et nos gadgets pour mettre un chapeau et avoir un fouet à la main. On va parler là, de Indiana Jones avec un invité au podcast, Serge Lafrenière du podcast Terreur sur le Pod, va m'accompagner pour parler là, du premier film là, de Indiana Jones. Fait que c'est à savoir si mettons peut-être que Serge là, va m'accompagner pour quelques autres là, au courant de la franchise. Ça va rester à savoir, mais pour le film de la semaine prochaine, là, le film là, de 1981, Raiders of the Lost Ark, Serge va m'accompagner là, pour qu'on parle là, de ce film légendaire en se dirigeant là, tranquillement là, vers le nouveau film là, de Indiana Jones que je connais pas grand chose de là, j'ai pas encore vu là, d'annonce, puis je tiens à tenir ça à ça. Mais tu sais, ça va être quelque chose là, que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir fait avec le film, parce que ça va être totalement différent. Le monde en arrière de la caméra, là, ça va être carrément tout du monde nouveau. Ça va être un peu dans le même principe là, que du Réveil de la Force là, de 2015, si je me rappelle bien. C'est juste la même affaire en bout de ligne, c'est juste comme la même affaire à l'écran, mais en arrière, c'est totalement tout du nouveau monde. Fait que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner là, dans quelques mois, là, ça va être, je pense, à la mi-juin, qu'on va parler là, du 5e film d'Indiana Jones. Mais sinon, entre-temps, là, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez là, des Missions Impossibles. N'hésitez pas à mettre votre comment vous cotez chaque film. Le film d'aujourd'hui, comme j'ai dit un peu, là, c'est quelque chose comme 6, 5, 1, 4, 2, 3, quelque chose de même. Là, pour le podcast, comme j'ai dit, là, c'est 2-3, c'est 3-2, mais pour moi personnellement, ça serait 2-3. Mais c'est sûr, n'hésitez pas à commenter là, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter sur la publication du film aujourd'hui. Mais sinon, sachez que ce podcast s'autodétruira dans 2 minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Hey, one thing. Rabbit's foot. What is it? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre.
en espérant vous voir au prochain épisode. There will always be another Lane. There will always be people like us to face him. We've done our part, and we've been cast aside. We can be anyone. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Hasta lasagna, don't get any on.